apporte de la merde qui vient d'ailleurs. C'est tout ce qui est interdit à la production chez nous, on l'apporte. Là, vous parlez du soja OGM transgénique pour être glyphosate. C'est le blé dur qu'on importe du Canada. Oui, la paysannerie française a été trompée. Elle a été trompée, très clairement. Il nous faut jouer des coalitions, paysans, environnementalistes, consommateurs, même combat. Donc si on nous oblige à retirer des choses, il ne faut pas obliger que dans les maisons, il y a des produits qui sont beaucoup plus toxiques que ce qu'on peut utiliser dans nos champs. Donc ça, si le ménage est fait d'un côté, il faut que ça soit fait des deux côtés. Commencez à dire oui, mais les autres font de la merde, et de toute façon, nous, on ne fera de progrès que si les autres perturbateurs endocriniens en mettent. Alors, ça, auprès du grand public, faites très attention. C'est inaudible. Si vous dites, moi, je ferai un effort, que quand tout le monde fera un effort, alors là, je vous dis tout de suite, les gens considèrent, moi, je vais vous présenter comme victime, et vous présenter comme complice. Ça, je pense, ça vous fait le plus grand tort. Je vois ça dans toutes les assemblées. Je pense que dans des régions comme la Brie, il n'y aura pas, mais disons-le, faut mieux le dire tout de suite, on ne va pas attendre des décennies, qu'il va falloir rétablir de l'élevage, une association agriculture d'élevage dans des régions où on a abandonné l'élevage. Je sais que ce n'est pas facile du jour au lendemain, c'est ça dont on va débattre, comment y arriver. Mais parce que ça nous paraît, évidemment, une énorme transformation de l'agriculture, dire on peut attendre, alors là, je vous dis tout de suite, non. Là c'est pas vrai. L'énergie fossile, elle est fossile. L'épandage d'engrais azotés, très émetteur de protoxyde d'azote, c'est la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Non, il va y avoir des luzernes, il va y avoir des trèfles dans les régions céréalières. Il n'y a pas d'autre issue. Il nous faut le dire tout de suite, et s'y mettre tout de suite. La terre des champs me semble bien fatiguée. Je pense que effectivement les pesticides, les engrais, l'exploitation assez intensive des terres appauvrit globalement les sols. Et pourtant, un autre modèle de système agricole est possible. Donc c'est vraiment le sujet de ce soir. Le système agricole actuel est à bout de souffle. L'agriculture industrielle affecte gravement la biodiversité, le climat, notre santé et l'emploi. Bonsoir, merci. Donc moi je m'appelle Emmanuel Téblanche, je suis aussi administrateur de FASE, donc de l'association FASE Citoyenne du Montoir. Je voulais vous présenter rapidement un petit peu l'organisation de la soirée, ça va être très très simple. Il va y avoir évidemment d'abord une intervention de Marc Dufumier. Il y aura évidemment des questions dans la salle. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment d'avoir une interaction entre le public, vous êtes très nombreux ce soir, et en même temps Marc Dufumier, agronome réputé. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement d'avoir des questions. Voilà, donc la question à laquelle on va essayer de répondre, effectivement, c'est peut-on satisfaire un certain nombre d'enjeux à l'échelle y compris internationale en pratiquant une agriculture sans pesticides. C'est ça que je vais essayer de répondre, plus ou moins bien, puis on débattra. Alors les enjeux, on peut les rappeler, c'est nourrir une population croissante à l'échelle mondiale. On est 7,7 milliards d'habitants aujourd'hui, ça y est, on les atteint. On sera sans doute 9,5 milliards en 2050. C'est vrai qu'il va y avoir une demande d'aliments croissante dans les années qui viennent, au moins à l'échelle mondiale. Ça, c'est un premier point. Il faudra nourrir, donc il y a un problème de quantité. Il y a un problème évidemment de qualité. Alors quand on parle de qualité d'alimentation, on pense par exemple pour les gamins des cantines, une alimentation saine. Et on a plutôt tendance à vouloir dire, si on pouvait s'éviter les dioxines dans les œufs, les hormones dans le lait, les antibiotiques dans la viande, des perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, ce serait quand même pas plus mal. Donc là, il y a un vrai enjeu, on en reparlera. Sachez que dans un très grand nombre de pays du Sud, moi j'ai beaucoup travaillé dans les pays qu'on qualifiait du tiers-monde autrefois, avoir une alimentation de qualité, c'est avoir enfin accès à quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande. Dans les pays émergents, je pense Chine, Vietnam, enfin des pays très densément peuplés, il y a des gens qui sortent de l'extrême pauvreté, donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles ce soir, je vous le dis tout de suite, mais sortant d'extrême pauvreté, ils mangent davantage de production animale, et comme il faut entre 3, on va dire, et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, alors vous comprenez que la demande en production végétale
destinée à l'alimentation humaine et animale, même si l'alimentation animale, après, les animaux sont décernés pour l'alimentation humaine, préparez-vous, dans les 30 années qui viennent, ça va plus que doubler. C'est un ordre de grandeur, hein. On ne fait pas dans le détail, mais oui, il y aura quand même un problème de savoir si, en quantité, on sera capable de produire suffisamment. Alors tout de suite, pour corriger un peu le tir, je voudrais vous rassurer, s'il y a des gens qui souffrent de la faim et de malnutrition aujourd'hui, 820 millions de gens ont faim, non pas tous les jours les 2200 kilocalories, c'est-à-dire l'énergie qui serait nécessaire de manger pour aller ensuite dépenser cette énergie au travail, ces gens-là ont faim, et vous avez 1 milliard de gens qui souffrent de carences nutritionnelles. S'il en est ainsi aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec une insuffisance de nourriture disponible sur le marché mondial. Il y a pléthore de nourriture sur le marché mondial. Pour nourrir correctement, modestement un habitant, c'est des ordres de grandeur, encore une fois, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales ou son équivalent, pommes de terre, manioc, igname, banane plantain. Donc une partie de cette énergie alimentaire pour des animaux, mais globalement c'est 200 kg de céréales par habitant et par an. La production mondiale aujourd'hui, elle est déjà de 330 kg de céréales ou d'équivalent par habitant et par an. Alors du coup, pourquoi il y a des gens qui ont faim? Donc, vous imaginez bien, c'est qu'ils sont trop pauvres. Les gens qui fréquentent les restaurants du cœur, l'armée du salut, le secours populaire, je suis désolé, c'est pas parce que la France ne produit pas assez. Non, les gens mendient leur nourriture parce qu'ils sont trop pauvres. C'est une question de pouvoir d'achat en termes monétaires. Je vous dis tout de suite, c'est la même chose au Brésil. Les gens qui sont dans les bidonvilles au Brésil ne parviennent pas à acheter un soja qui est vendu en France pour nourrir nos cochons. Mais c'est parce qu'ils sont trop pauvres au Brésil qu'ils ne peuvent pas acheter un soja et nos cochons sont plus riches. Enfin, nos usines d'aliments de bétail sont plus solvables que la paysannerie pauvre et les gens des bidonvilles. Mais c'est vrai aussi pour des gens qui produisent du café et du cacao en Côte d'Ivoire. Ceux-là, avec l'argent du café et du cacao, ne parviennent pas à dégager des revenus suffisants pour acheter une alimentation pléthorique qui existe, mais qui n'est pas suffisamment produite chez eux. Quand ils veulent acheter, y compris nos céréales, notre sucre, nos poulets ici, ben, ils n'ont pas le pouvoir d'achat suffisant, même si on a considérablement diminué les coûts de production là, avec notre agriculture que vous qualifiez là d'industrielle, c'est indéniable, les prix d'alimentation en monnaie constante ont considérablement diminué, mais vous avez tellement de gens pauvres aujourd'hui qui ne parviennent pas à acheter cette nourriture, et c'est ça qui est à l'origine de la faim et de la malnutrition, et vous allez voir la surprise, malheureusement, dure surprise, c'est que les gens qui souffrent de la faim et de la malnutrition, pour les 2/3, c'est des paysans. Et ces paysans tombent en faillite parce qu'ils ne parviennent pas à être compétitifs en travaillant à la main, avec des outils manuels, la houe, le machette, la bêche, le bâton fouisseur. Ils ne parviennent pas à être compétitifs avec nos excédents que nous exportons là-bas à vil prix. Et du coup, ils quittent la campagne, ils rejoignent les bidonvilles, il n'y a pas d'emploi en bidonville, et je vous dis tout de suite, il y en a encore pour très longtemps. Même la Chine, qui commence à s'urbaniser quasiment à moitié, il y a encore 50% d'une population densément peuplée qui se retrouve à devoir repiquer du riz à la main en concurrence avec nos blés et récolter du riz à la faucille avec nos blés récoltés à la moissonneuse batteuse. Dans un même marché mondial, ils n'arrivent pas à être compétitifs. Mais alors, je vais vous dire, en Chine, bon, il y a quand même une industrialisation, mais si vous parlez du Sénégal, du Niger, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors là, c'est beaucoup plus dramatique. Les gens s'entassent au Mexique, au Brésil, dans des bidonvilles, et ils ont faim. Et donc, il faudra essayer de résoudre ça. Donc, il y a un problème de qualité, un problème de qualité. Qualité, c'est pour quand même les couches qui sortent de l'extrême pauvreté, c'est avoir enfin accès à des productions animales. Dans les enjeux, il y a bien évidemment des considérations environnementales. Si on pouvait s'éviter les algues vertes sur le littoral breton, ce serait quand même pas mal. Si on pouvait s'éviter d'avoir du désherbant dans nos robinets, ce serait aussi pas mal. Et puis, il y a des considérations, qu'on parle souvent de développement durable, dans la durée, de protection de l'environnement pour les générations futures. Moi, quand je faisais des études d'agronomie, on m'enseignait, je pense un grand nombre d'entre vous aussi, l'humus des sols. Il faut maintenir un taux d'humus. Il faut surtout que l'humus donne une stabilité structurale au sol, il résiste contre l'érosion, ça retient l'eau, ça retient les éléments minéraux, c'est quelque chose d'assez décisif. Et on me disait, il faut entretenir la fertilité des sols. Aujourd'hui, vous pouvez considérer que le problème de fertilité, c'est à l'échelle de l'écosystème global. L'écosystème agricole aménagé par les agriculteurs. Et la principale menace, au fond, qui existe dans un pays comme le nôtre, on voit déjà quelques effets aux États-Unis dramatiques, c'est la surmortalité des abeilles
la surmortalité des insectes pollinisateurs. Et là, il y a un effet de seuil. Pour l'instant, on ne voit pas trop, mais à partir d'un certain seuil, c'est la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol, du colza qui est menacé. Et là, il y a urgence. On n'a pas atteint ce seuil en France. Dans certaines régions aux États-Unis, c'est atteint. Et les gens contractent des apiculteurs nomades, non pas pour produire du miel, mais pour que quand même leurs plantes soient fécondées. Et donc là, il y a de réels problèmes de déséquilibre écologique, et c'est vraiment un gros préjudice pour les générations d'après. Et si dans certains pays, les pays du Sud, il y aurait urgence de produire plus, tout de suite, pour l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, en tout cas, il ne faut pas que ce soit au détriment des générations d'après. Vous allez voir que nous, en France, on pourrait éventuellement s'autoriser à produire un peu moins, mais mieux, moins de ce dont on est excédentaire, plus de ce dont nous sommes déficitaires, on en reparlera. Nous sommes pour les 2/3 déficitaires en protéines végétales, hein, donc c'est à la fois pour l'alimentation humaine, les lentilles, les pois chiches, les fèves, les haricots, hein, cassoulet, le cassonneau d'hari. Bon, il peut y avoir de l'haricot de Tarbet, mais souvent c'est Argentine. Hein. Mais beaucoup plus pour l'alimentation animale, les volailles, les cochons, c'est le soja en provenance des Amériques, hein, États-Unis, Brésil, Argentine, et les ruminants, c'est souvent du tourteau de soja, en provenance aussi de ces mêmes pays. Et là, une dépendance extrême, pour les 2/3 en France, et l'Europe des 27-28, enfin 27 aujourd'hui, c'est pour les 3/4. Donc là, il n'y a pas de différentiel entre France et le reste de l'Europe. Le combat pour retrouver une plus grande souveraineté protéinique, je parle un peu comme le président Macron au lendemain du G7, retrouver notre souveraineté protéinique. Moi, ça fait 30 ans que je plaide pour qu'il en soit ainsi. Je suis fort heureux d'entendre parler de ça aujourd'hui dans des sphères un peu plus hautes que celles auxquelles j'étais habitué. Mais la question, c'est comment on va faire, bien sûr, hein, et ce sera l'objet du débat. Voilà, ça, c'est les enjeux. Le contexte, vous connaissez, c'est le réchauffement climatique global. Les agriculteurs vont devoir s'adapter. Alors, s'adapter à un accroissement de température quand vous êtes viticulteur et accélérer la date des vendanges, ça va encore à peu près. On sait faire. Conserver la qualité d'un vin de terroir. Alors que le terroir est en train de changer, parce que le terroir, c'est pas seulement le terrain, c'est la température, c'est le climat. Et avoir la même qualité d'un vin reconnu à travers une appellation d'origine protégée, là, mes collègues de l'INRA disent, bon, peut-être qu'en mélangeant un peu différemment les cépages, peut-être qu'on va s'en sortir. Ils sont à la fois, ils ont quelques espoirs, mais quand même, ils me disent que c'est pas facile. Attention, des déséquilibres écologiques beaucoup plus compliqués. On commence seulement maintenant à étudier ça, à avoir des conclusions. Eh bien, il y a des oiseaux, vous savez, la migration du sud vers le nord de la faune sauvage, comme on dit. Certains oiseaux, c'est 250 km. Certains papillons, c'est 100 km. Et vous voyez le désastre? Là où il y a des oiseaux, il n'y a plus les chenilles. Extinction d'espèces. Et là où les chenilles ne sont plus bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Alors là, pensez que la paysannerie française est préparée à s'adapter à des déséquilibres écologiques dont on comprend seulement maintenant les effets, alors que ça nous avait déjà été prédit il y a 30 ans, parce que c'est quand même il y a 30 ans que le premier rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, nous avait prédit ce réchauffement climatique et le dérèglement climatique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un réchauffement global, mais c'est une intensité, une fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes. C'est-à-dire un climat de plus en plus aléatoire. C'est-à-dire que l'adaptation pour les agriculteurs, les paysans, ça va être des systèmes plus résilients qui peuvent résister à un accident climatique extrême. Et puis vous pouvez rajouter aussi un effondrement des prix soudain. Donc ça va plaider pour une agriculture plus diversifiée. Alors justement, quand on parle d'agriculture industrielle, qui s'est un peu inspirée d'industrie, c'était quand même produire à grande échelle et une agriculture de plus en plus spécialisée. Ben, cette agriculture spécialisée, je vais peut-être vous dire, c'est quand même désuet. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Ça va à contre-courant de ce qu'on peut encore penser très fréquemment, mais il va falloir revoir la copie. Ça va être dramatique, ça va être radical. L'ampleur des transformations, on va essayer de ne pas se le camoufler. Oui, on peut cultiver sans pesticides, mais l'ampleur des transformations pour y parvenir, il ne faut surtout pas se voler la face. C'est pas un petit arrêté on arrête le glyphosate dans 3 ans. Si vous n'avez pas, ça fait 1 an déjà, ben, si vous n'avez pas de mesures destinées à vraiment aider à une modification radicale des systèmes de production, tous ces trucs-là, ça ne sert à rien. Alors, moi, je veux bien qu'on discute 3 ans, 5 ans, mais si on ne fait rien, dans un changement très radical des systèmes de production, dans 2 ans, on retournera encore pour 3 ans. Alors ça faudra quand même un jour qu'on change. Je reconnais, moi je partage l'idée qu'on va y être obligé. La question c'est comment on va faire pour maintenant s'y adapter très vite. Et bien les gens qui ont contribué, surtout quand ils ont donné une caution scientifique,
à jouer à dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est que des prévisions, alors que c'était quand même démontré. Les mécanismes, les relations de cause à effet qui fait que le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote sont des gaz à effet de serre, la vapeur d'eau aussi. Hein. On sait bien que quand il y a des nuages, ben, la nuit il fait moins froid. Hein. Le petit matin il fait moins froid que quand il n'y a pas eu de nuage. On sait. Mais le nuage il dure quelques instants. Le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote, il y en a pour des années. Et pas mal d'années. Hein. Alors moi je trouve que les gens, là, il n'y a eu encore aucun procès. Moi j'avoue que je regrette. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et alors maintenant qu'on me dit, ah ben, le glyphosate cancérigène probable. Alors moi on me dit, dans beaucoup de mes conférences, monsieur Dufiné, vous ne pouvez pas affirmer que le glyphosate c'est un cancérigène avéré. Et on me montre du doigt. Et je me dois de leur répondre qu'ils ont raison. Ce n'est pas statistiquement avéré, en tout cas pour les consommateurs. Bon, maladie professionnelle pour les agriculteurs, maladie de Parkinson avec certains pesticides, oui. Mais pour les consommateurs, qu'est-ce qui est prédit? C'est que la jeune génération, celle qui depuis in utero jusqu'après la puberté, a été exposée même à des faibles doses. Attention, hein, aujourd'hui on sait que ce n'est pas forcément la dose qui fait le poison, mais c'est l'âge de l'exposition et la régularité de l'exposition à cette jeune génération, depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, en tout cas post-puberté, on prédit à cette jeune génération une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération. Je parle pour ceux qui ont des cheveux blancs ou pas de cheveux ici, parce que quand nous étions jeunes, nous n'étions pas exposés à ça. Alors évidemment, on me dit, c'est pas avéré. Et je dois dire, ce n'est pas statistiquement avéré. L'apparition d'Alzheimer, Parkinson, cancer du sein, cancer de la prostate, leucémie, lymphome, c'est-à-dire les cancers, enfin, en tout cas, du sein et de la prostate, cancers hormonodépendants et maladies neurodégénératives, le fait que ces maladies qu'on considérait comme des maladies du vieillissement vont apparaître plus précocement, je veux dire, il faudra attendre 8 à 9 décennies pour comparer statistiquement la moyenne d'âge d'apparition de Alzheimer, Parkinson et autres. Il nous faudra attendre 90 ans. Mais néanmoins, c'est démontré. Comme l'effet de serre nous était démontré, aujourd'hui, les endocrinologues, ceux qui connaissent bien la molécule, ceux qui connaissent bien la physiologie du corps humain, ceux qui connaissent bien notamment les glandes hormonales et notamment la glande thyroïde, ceux qui connaissent bien ça, sont en mesure aujourd'hui de vous démontrer les relations de cause à effet qui font que ce dysfonctionnement de nos glandes endocrines, de nos glandes hormonales, va se traduire par des maladies du vieillissement plus précoces. Un peu comme il y a 30 ans, on nous prédisait effectivement que l'effet de serre nous amènerait ce réchauffement et ce dérèglement climatique. Alors nous ne voilons pas la face. Moi je vous propose qu'on n'attende pas 80, 90 ans pour prendre nos précautions et arrêter avec tout ça. Je vous le dis franchement, tous ceux qui vous laissent penser qu'on pourrait encore attendre, parce que ce n'est pas statistiquement avéré. Ouais, bon, on va attendre une molécule de substitution, on va attendre ceci. Franchement, je pense que pour les agriculteurs, ces gens-là sont de très mauvais conseils. Donc on va devoir, effectivement, être obligé, si on est correct, de s'en passer de tous ces perturbateurs endocriniens. Et la question, évidemment, devient... Enfin, j'ai d'abord une première question. Avez-vous encore le moral? Alors, la question devient, vous avez le droit de le renvoyer, comment on va faire? Alors, évidemment, pourquoi on en est arrivé à cette agriculture industrielle et à ça? Je veux dire, les explications, vous les connaissez. Il fallait nourrir à des prix plus bas, des quantités accrues, et notre agriculture industrielle, indéniablement, y est parvenue. Mais après, il y a les effets environnementaux, l'érosion, l'effondrement des abeilles, les perturbateurs endocriniens, donc les effets environnementaux et sanitaires. Y a-t-il une alternative? Alors, j'aurais envie de vous dire, il existe des alternatives adaptées à différentes régions, et je dirais, ma façon de m'exprimer, ce serait inspiré par une discipline scientifique qu'on pourrait appeler agroécologie. Mais là, je vais vous parler, peut-être découvrirez-vous quand même que je suis un peu engagé, et peut-être me soupçonnerez-vous d'être agroécologiste, mais je voudrais surtout vous parler comme agroécologue. C'est-à-dire, l'agroécologie comme une discipline scientifique qui essaye de rendre intelligible le fonctionnement des écosystèmes agricoles, c'est-à-dire des environnements aménagés par les agriculteurs. C'est d'abord la reconnaissance du fait que l'objet de travail des agriculteurs, c'est pas la plante, le troupeau, le sol pris séparément. Non, les agriculteurs aménagent un écosystème qui n'est plus complètement naturel. Un bocage, je suis désolé, un bocage, c'est pas complètement naturel. On aurait essayé la nature, ce serait un marais, ce serait pas un marais, mais ce serait une forêt, une lande. Et donc ça a été aménagé par les agriculteurs. Remarquez, c'est déjà une bonne nouvelle. On découvre que dans l'histoire de l'humanité, les agriculteurs ont déjà été capables d'aménager des écosystèmes à la fois productifs et durables. C'est quand même une bonne nouvelle. Et donc le défi
dans le contexte du réchauffement climatique et avec les enjeux qu'on a signalés tout à l'heure, ce sera effectivement productif et durable. Les deux à la fois. Aménager des écosystèmes sans préjudice pour les générations d'après. Alors, l'agroécologie, donc discipline qui essaie de rendre intelligible le fonctionnement de ces agroécosystèmes, et c'est en fonction de la compréhension qu'on a. Alors ça veut dire que toute technique agricole, par un vrai travail du sol, peut avoir un impact sur éventuellement des insectes auxiliaires ou des insectes ravageurs. Et évidemment, tout fongicide pour protéger une culture d'un champignon pathogène, vous allez voir, ça peut avoir des effets néfastes sur des champignons utiles du sol. Et si on ne veut pas voir ces interactions, et penser, il y a la variété améliorée, il y a la mauvaise herbe, je sais ce qui est bon, je sais ce qui est mauvais, et on reste dans le bréviaire et le catéchisme, alors là, je vais vous dire, là, de nouveau, on retombe. Donc, je pense que oui. Alors, vous allez voir, je pense que l'idée, elle est que les scientifiques peuvent parfaitement rencontrer des agriculteurs, des paysans, qui, eux, alors, par contre, ont les résultats de recherche empirique et d'innovation sur plusieurs décennies, que dis-je, sur plusieurs siècles, de sélection variétale, de sélection de races animales, de savoir-faire, qui étaient ceux des vieux, qui ont été parfois maintenus de génération en génération par des dictons, par des proverbes auxquels peut-être d'ailleurs le scientifique ne comprend rien du tout. Mais on va devoir jouer vraiment une alliance entre ces savoir-faire là, ces savoirs-là, et puis peut-être quelques variétés anciennes et races animales aussi, et évidemment une compréhension scientifique, celle des agroécologues, qui, ça y est, cette fois-ci, ne vont pas être des agronomes donnant la norme, la variété améliorée, la mauvaise herbe, voilà comment il faut faire, s'il vous plaît, obéissez, pas d'alternative. Non, non, là maintenant on va essayer d'être tous intelligents. Alors on l'était, mais collectivement je ne pense pas. On était tous intelligents du point de vue microéconomique. Hein. Ce qui nous arrive, c'était, ça on verra dans le débat, ce n'était que une série de raisonnements microéconomiques justes. Hein, beaucoup d'agriculteurs me disent, mais on a fait que ce qu'on nous a demandé. Et c'est vrai que souvent ils ont fait que ce qu'on leur a demandé. Ouais, le problème c'est, voilà, pourquoi l'industrie demandait une matière première standard, quoi. Et pourquoi les grandes surfaces veulent des tomates et des pommes de terre calibrées. Enfin, si vous appelez McCain, il faut que votre pomme de terre ait la forme d'un ballon de rugby. L'épluchure, la moindre épluchure possible. Il faut quand même que les chiffres aient une forme bien ovale. Alors il veut dire que quand vous avez des cahiers des charges comme ça, après, vous essayez d'obéir, le moindre défaut des pénalités, moi j'ai, ok, hein, il faudra être clair, hein, on n'est pas en train de stigmatiser quiconque, hein, vraiment on est dans un système, c'est donc un système qu'il va falloir changer, c'est ça qui va rendre évidemment la transition, c'est une révolution agroécologique, c'est radical dans les orientations, ce sera une transition parce que ça ne peut pas être un grand soir, mais précisément parce que comme c'est en transition, il faudra quand même qu'on commence très vite, hein. Il faudra se donner les moyens de ne pas trop tarder. Il y a quand même urgence. Alors allons-y. Quelques motifs d'espoir. Ben d'abord, on l'oublie trop fréquemment, même si vous le savez tous, mais c'est trop souvent oublié. L'énergie qu'on trouve dans notre alimentation, celle qu'on va ensuite dépenser au travail, mais on ne peut la dépenser au travail que si on l'a trouvée dans l'alimentation. Cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation, d'où ça nous vient? De l'énergie solaire. Et la très bonne nouvelle, il n'est pas annoncé de pénurie de rayons solaires avant des milliards d'années. Donc, premier principe général, après l'agroécologie, en s'inspirant de l'agroécologie, il faudra adapter à chacune des situations locales, hein, on est d'accord. Mais au moins, il y a un premier principe général, on va faire un usage intensif, alors, pour moi intensif à l'hectare, hein, de la ressource naturelle, renouvelable et gratuite. Donc, vous l'avez compris, pour maximiser la photosynthèse, la transformation de l'énergie solaire en énergie alimentaire, c'est la plante hein, qui intercepte avec ses feuilles vertes l'énergie solaire et vous transforme ça en énergie alimentaire. On appelle ça photosynthèse. Bon, ben c'est pas compliqué, enfin si c'est compliqué, mais le premier principe général, couverture végétale verte, la plus totale possible et la plus permanente possible. La plus totale possible, y compris dans l'abri, hein, je connais des gens qui sèment des lentilles entre une rangée de blé. Ils vont essayer de récolter le même jour, séparer les grains, c'est savant, c'est pas facile, mais au moins les rayons du soleil ne sont pas tombés sur les feuilles de blé, tombent sur les feuilles de lentilles. Oh, c'est pas perdu. Désormais, c'est ça. Association végétale. Dans certains pays, plus ceux qui pratiquent une agriculture manuelle, hein, vous savez, la milpa des Mexicains, c'est le maïs, la céréale, le haricot, la légumineuse, et pour les derniers rayons du soleil, qui ne seraient pas tombés ni sur les feuilles de maïs, ni sur les feuilles de haricot, hop, une pastèque, un concombre, un melon, une cucurbitacée, une plante rampante, ça peut être la patate douce aussi,
Mais pas un rayon de soleil ne doit tomber à terre. Tous les rayons de soleil doivent tomber sur des feuilles vertes, capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire, et si possible, en hiver, au printemps, en été, à l'automne. Donc ça va dire qu'il va y avoir des cultures intermédiaires, il va y avoir des cultures peut-être même associées, des cultures en dérobé, qu'importe le vocabulaire. Mais l'agriculture moderne de demain, c'est qui va permettre de résoudre des enjeux. Et dans le contexte du réchauffement climatique, association végétale. Alors je sais qu'ils n'y sont pas très préparés. Il y a des régions un peu mieux préparées. Hein. Je veux dire, les Bretons, pour faire de l'élevage dans une prairie, ils savaient associer une graminée, un trèfle blanc. Voilà. Maintenant, ils mettent du maïs et ils importent le soja. Mais entre les rangées de maïs, il y a quand même des soleils qui tombent à terre. Je ne suis pas sûr que c'était astucieux de la part des Bretons, mais c'est pas qu'ils sont en faute. Hein. Mais c'est qu'on leur a demandé de faire ça, mais on va peut-être devoir corriger le tir. Non, non. Couverture végétale la plus totale possible, la plus permanente. Alors, je dois être honnête avec vous. La photosynthèse, c'est dans la plante, avec ses feuilles vertes, intercepte l'énergie solaire, fabrique de l'énergie alimentaire, mais cette énergie alimentaire, ça s'appelle sucre, le fructose de la pomme, le saccharose de la betterave, voilà, les glucides, ça s'appelle amidon, l'amidon de la pomme de terre, du maïs, etc. Et ça s'appelle l'huile, les lipides, c'est l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, et ces huiles-là, ce sont des hydrates de carbone. Dans notre alimentation, la partie énergétique, celle qui nous donne l'énergie pour aller au travail, c'est la partie carbonée de cette alimentation, sucre, lipides, amidon, voilà. Et la plante, donc, a besoin de carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors je pose la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vous vois sourire, non, il y en a trop, c'est un gaz à effet de serre. Alors, si les agriculteurs doivent faire un usage intensif, je fais exprès d'employer le mot intensif, à l'hectare, de cette ressource pléthorique, la plante va intercepter le gaz carbonique, va prendre le carbone, va libérer l'oxygène, ça n'a jamais fait mal pour nos poumons. Et avec ce carbone, fabriquer du sucre, des huiles, de l'amidon, peut-être même de la paille, peut-être même des racines. Et quand après récolte, tout ça va se décomposer et fabriquer de l'humus, séquestrer du carbone dans les sols, je suis pour l'agriculture intensive. Si c'est ça l'agriculture intensive, faire l'usage intensif de ce qui est renouvelable, gratuit ou pléthorique, alors je suis vraiment pour. Alors par contre, vous avez compris, feuille verte, j'ai bien dit. Et ça va être ça la vraie question, ça va être la gestion de l'eau. Parce qu'il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Et d'ailleurs, l'oxygène va en ressortir. Mais le gaz carbonique rentre dans la plante, c'est par des petits trous, par des orifices. Et tous les agriculteurs ici présents le savent, c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. La plante, elle est comme nous, hein, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Nous, il nous faut boire tout de suite, sinon on se déshydrate. La plante, elle a un avantage sur nous, c'est que si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut momentanément arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater, mais pour ça, elle ferme les orifices par lesquels elle transpirait. Donc au mois d'août, parfois, la plante, elle arrête de transpirer, elle ferme les orifices. Ah ben oui, mais du coup, si elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, elle vient de fermer les orifices par lesquels le gaz carbonique pouvait rentrer et l'oxygène ressortir. Donc vous voyez, quand on est dans le sud-ouest, oulala, je m'éloigne, et quand vous êtes dans le sud-ouest français, monoculture de maïs, si le sol est à nu l'hiver, il y a le soleil à terre, c'est pas génial. Avril-mai, ça y est, on a semé le maïs. Bah oui, mais grand écartement, encore des rayons de soleil qui tombent entre les rangées de maïs, excusez-moi, par rapport à la modernité, c'est pas génial. Et quand au mois d'août, ça y est, le maïs recouvre la totalité de la surface du sol, toutes les feuilles vertes interceptent, voilà, très peu de rayons de soleil tombent à terre, ben ça tombe mal, il ne pleut pas. Pas assez d'eau dans le sol, le maïs cesse de transpirer, il cesse d'absorber le gaz carbonique, et donc cette surface foliaire ne sert à rien. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on va pomper dans la nappe phréatique. Oui, ben elle descend. On va pomper dans la rivière, oui, ben il n'y a plus de poissons. Je veux dire, on ne va pas rappeler Sylvain, c'est d'autres, hein. Mais attention, la monoculture de maïs. Alors, le maïs, vous savez, c'est une plante tropicale, et sous les tropiques, la saison des pluies, c'est la saison chaude. Oui, ben nous, la saison chaude, c'est la saison où il pleut le moins. Pourquoi? Vous voyez que la génétique, hein, pourquoi? Il y a le rôle des agronomes maintenant, ce qui nous arrive. En fait, on a fait remonter le maïs toujours plus au nord, toujours plus au nord, toujours plus au nord. Mais ne l'oubliez pas, on a intégré une plante tropicale dans un climat tempéré où le cycle des saisons, pluie et sec, est totalement inversé. Sinon, je vous le dis tout de suite, à la tonne de céréales, le maïs exige moins d'eau qu'un blé, hein, mais il exige au mauvais moment.
Mais le maïs n'exige pas plus d'eau qu'un blé. Mais il exige au mauvais moment. Et du coup, il y a des rayons solaires qui ne servent à rien, parce qu'au mois d'août, si on n'irrigue pas, et du coup, l'irrigation, c'est le pompage, c'est un phréatique. Enfin voilà, il va falloir sans doute aussi revoir la copie. Mais du coup, là, vous l'avez compris, c'est bien la gestion de l'eau. Et on va faire la gestion intensive de l'eau qui ne nous coûte rien, celle de l'eau de pluie. Sauf qu'on nous annonce que cette eau de pluie, sa répartition spatiale, sa répartition d'une année à l'autre, la répartition temporaire va devenir de plus en plus chaotique avec ce dérèglement. Néanmoins, c'est bien cette eau de pluie qui nous est donnée gratuitement, dont il va falloir faire l'usage le plus intensif. Vous voyez ce que je veux dire? Tout doit s'infiltrer dans le sol, plus rien ne doit ruisseler. On va mettre des barrières au ruissellement, on va remettre des haies, oui, y compris dans l'abri. On va remettre des barrières au ruissellement. Et le mieux, c'est encore la couverture végétale. Parce que la couverture végétale, même s'il y a une pente, le petit filet d'eau, il va être arrêté par une feuille, par une tige, mais tout doit s'infiltrer, plus rien ne doit ruisseler, rien ne doit inonder la vallée en bas. Et évidemment, du coup, on me disait, on arrête le ruissellement, mais il faut quand même que le sol soit poreux. Et moi, j'ai le souvenir de mes cours d'agronomie. On me disait le labour. Maintenant, j'enseigne le zéro labour, les techniques culturales simplifiées. En tout cas, un minimum de travail du sol. Je ne dis pas que c'est facile et possible partout, mais évidemment, aujourd'hui, on sait que le labour exagéré apporte quelques préjudices à la biologie des sols, mais en plus, ça oxygène exagérément le sol, ça l'aère exagérément, ça oxyde exagérément le carbone qu'on avait séquestré dans l'humus et qui retourne à l'état de gaz carbonique. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur minimum de travail du sol, technique culturelle simplifiée, zéro labour, et on veut quand même que le sol soit poreux. Là, il faut faire confiance aux vers de terre, aux clous-portes, aux coulamboles, peut-être même aux racines des herbes. Moi, je connais des viticulteurs, là, sur leur coteau, aujourd'hui, ils laissent des herbes entre leurs rangées de vignes. Autrefois, ils désherbaient. Maintenant, ils laissent de l'herbe. Alors, évidemment, l'eau va moins ruisseler, parce que l'herbe va l'en empêcher de ruisseler rapidement. Et puis, quand l'herbe se dessèche, là où il y a une racine, il y a une galerie. Et du coup, l'eau s'infiltre. Donc, attention, il y avait des choses très contre-intuitives. Là où on pensait que l'herbe, c'était un concurrent pour l'utilisation de l'eau, on est en train de découvrir que l'herbe, entre les rangées de vignes, peut être un excellent auxiliaire pour favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols, grâce à ce tissu racinaire, grâce à ce moindre ruissellement, grâce à ce genre de choses. Mais c'est la biologie des sols qui va nous rendre désormais le sol poreux. Alors maintenant, vous voulez que l'eau qui s'est infiltrée, seul le surplus aille rejoindre la nappe phréatique en profondeur, mais que le maximum d'eau soit à la hauteur des racines et fixé à hauteur des racines, ça, c'est l'argile et l'humus. On ne peut pas enrichir un sol en argile, un sol sableux restera un sol sableux, un sol limoneux aussi. Mais on peut enrichir un sol en humus. Parce que justement, je vous disais, l'humus, c'est le carbone du gaz carbonique que la plante a intercepté, a fabriqué de la paille, a fabriqué des racines, et après récolte, si ça se décompose bien, eh bien, ce carbone va être séquestré dans le sol sous la forme de l'humus. Sauf que le petit microbe qui commence à grignoter la paille et les racines et à commencer à décomposer tout ça, si à ce moment-là précis, après récolte, il n'y a pas un peu d'azote, eh bien, il ne peut pas terminer son travail. Il aura du mal à décomposer la paille, à décomposer les racines, et même le carbone de la paille et les racines pourraient retourner à l'état de gaz carbonique. Donc le petit microbe, là, il a quand même besoin d'un peu d'azote. L'humus, c'est 50% de carbone, hein, grosso modo, c'est 5-6% d'azote. Mais oui, quand il y a une fin d'azote, comme on dit, quand il y a un manque d'azote après récolte, eh bien, effectivement, ça tarde à se décomposer, et on n'arrive pas vraiment à séquestrer, pas suffisamment de carbone dans le sol. Oui, en agriculture, on a besoin d'azote, mais pas seulement pour aider les microbes à fabriquer de l'humus, parce qu'il faut un peu d'azote en association avec le carbone, mais on a surtout besoin d'azote en agriculture pour les protéines. Parce que première nécessité dans notre alimentation, c'est l'énergie, les kilocalories, le sucre, l'amidon, les lipides. Après, deuxième nécessité, c'est les protéines. Après viendront aussi les minéraux, les fibres, les antioxydants, les polyphénols et autres, hein, les fibres aussi. Mais deuxième nécessité, les protéines. Et on en a besoin tous les jours. Parce que les protéines, c'est ce qui constitue tous les tissus du corps humain, hein, la peau, les larmes, les muscles, les os, tout ça c'est fait de protéines. Et il nous faut les renouveler. C'est un peu comme pour l'énergie, tous les jours on est obligé d'en manger parce qu'on l'a dépensé au travail. Et bien là, il faut renouveler les protéines, parce que nos peaux pèlent, parce qu'on se coupe les cheveux, on se ronge les ongles, mais plus encore, tous les tissus du corps humain sont usés et ça repart dans nos urines. Donc il faut renouveler. Alors ces protéines, c'est des hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote.
Mais troisième bonne nouvelle de la soirée, l'azote, on le trouve dans l'air. Quel pourcentage? 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi. Il n'y en a ni plus ni moins en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou sous l'Antarctique, sur l'Antarctique. 79% d'azote dans l'air que nous respirons. Eh bien, il n'y a pas de pénurie annoncée avant des siècles. Donc on va faire un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines. Remarquez, c'est ce qu'on fait déjà. Mais il y a bien deux méthodes aujourd'hui. Il y en a une, un peu standard aujourd'hui, très habituelle. On veut qu'un blé soit riche en protéines pour qu'il soit panifiable. Là, on lui apporte un engrais azoté de synthèse. Mais n'oubliez pas que cet engrais azoté de synthèse, urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium, etc., a été fabriqué avec de l'énergie fossile. En France, on importe du gaz naturel norvégien et russe pour fabriquer nos engrais azotés de synthèse. L'usine de Toulouse a explosé, le gaz de lac, il n'y en a plus. Oui, le gaz de lac, il n'y en a plus, c'est donc bien que cette énergie fossile, elle est fossile. Dans l'agriculture moderne de demain, va être très économe en énergie fossile. Oubliez, les engrais azotés de synthèse, c'est désuet. C'est du passé. Y a-t-il une alternative? Tous les agriculteurs du monde entier connaissent l'alternative. C'est des plantes, on les appelle des légumineuses. Vous voulez nourrir des ruminants, vous appellerez ça trèfle, sainfoin, lotier, luzerne. Vous voulez nourrir des cochons, vous appellerez ça peut-être soja, mais vous pourrez appeler ça aussi lupin, févrole, pois fourragé. Et pour les humains, appelez ça lentilles, pois chiches, fèves, haricots, petits pois. Enfin, et l'arachide au Sénégal, et le niébé au Mali, le pois Congo au Congo, la dolique à Madagascar. Aucun pays du monde ne manque de plantes de l'ordre des légumineuses capables, en circuit court, avec l'azote de la parcelle, l'azote du terrain de la parcelle, fixer l'azote par la voie biologique et fabriquer des protéines. C'est les microbes qui aident ces légumineuses à fabriquer les protéines. Les microbes parasitent un peu la racine de la plante pour en tirer l'énergie, mais avec cette énergie, ils vont proliférer les microbes, mais en même temps, ils vont intercepter l'azote de l'air, fabriquer le premier élément des protéines qu'on appelle acides aminés, et ils refilent ça à la légumineuse, qui sera riche en protéines, pour l'alimentation animale, les luzernes, la févrole, pour l'alimentation humaine, les petits pois, les lentilles, les haricots. Mais en circuit court. Nous sommes dépendants, les 2/3, ou l'Europe même pour les 3/4, de l'importation de soja, tourteau de soja, cette légumineuse, pour nos protéines. On va aller chercher de l'azote dans l'air brésilien. On l'importe sous la forme de soja ou tourteau de soja. On donne ça à des animaux en Bretagne, en surnombre, qui ne sont plus élevés sur la paille, parce que la paille, elle est ici. Elle n'est plus en Bretagne. Donc, c'est plus du fumier qu'on fabrique là-bas, c'est du ligier. Et du coup, l'azote qu'on a été chercher au Brésil, sous la forme de soja, on donne à des aliments surnombres, qui sont plus élevés sur la paille, qui sont élevés sur caillebotis, on récolte du ligier. L'azote est à l'état dissous dans l'eau, enfin, je veux dire. Et voilà que ça fertilise des algues vertes sur le littoral breton. Avoir été chercher de l'azote pour fertiliser des algues vertes, je trouve pas ça raisonnable. Mais si maintenant vous me dites que dans l'abri, vous produisez beaucoup de céréales avec beaucoup de paille, mais il vous manque l'urine parce qu'il n'y a plus d'animaux, les animaux sont en Bretagne, et comme vous n'avez plus l'urine, vous allez mettre de l'urée fabriquée avec du gaz naturel russe ou norvégien, n'appelez pas ça circuit court. Je suis désolé, oui, je pense que dans des régions comme l'Abri, il n'y aura pas, mais disons-le, il vaut mieux le dire tout de suite, on ne va pas attendre des décennies, qu'il va falloir rétablir de l'élevage, une association agriculture d'élevage dans des régions où on a abandonné l'élevage. Je sais que ce n'est pas facile du jour au lendemain, c'est ça dont on va débattre, comment y arriver. Mais parce que ça nous paraît, évidemment, une énorme transformation de l'agriculture, dire on peut attendre, alors là, je vous dis tout de suite non. Là c'est pas vrai. L'énergie fossile, elle est fossile. L'épandage d'engrais azotés, très émetteur de protoxyde d'azote, c'est la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Non, il va y avoir des luzernes, il va y avoir des trèfles dans les régions céréalières. Il n'y a pas d'autre issue. Il nous faut le dire tout de suite, et s'y mettre tout de suite. Et ça, je veux dire, il faudrait qu'il y ait des politiques agricoles, c'est ça dont on va débattre, bien sûr, faites pour le faire. Mais oui, il nous faut remettre des légumineuses dans nos rotations, dans nos assolements, on n'y échappera pas. Et ça veut quand même dire des élevages pas trop lointains, pour qu'il n'y ait pas trop de transport, ni du fumier, ni des fourrages. Disons-le clairement, on a fait le contraire, mais on va devoir remettre tout ça dans nos rotations et dans nos assolements. On va remettre des légumineuses, on n'y échappe pas.
Le phosphore, pas seulement pour phosphorer, ce sont les plantes ont besoin de ces éléments minéraux qu'on trouve dans le sol, et les oligo-éléments aussi, et plus on en prend pour manger, plus il faut envisager d'en remettre. Alors le calcium, les falaises calcaires à l'échelle mondiale, pas de problème. En Bretagne, effectivement, sur les granites, il faut faire venir le calcium de loin. Mais globalement, il n'y a pas de pénurie annoncée de falaises calcaires, même si aujourd'hui les coraux sont en difficulté du fait du réchauffement climatique, mais je veux dire, c'est pas inquiétant. Le potassium, je lis très peu d'inquiétude là-dessus. Mais alors le phosphore, là par contre, on nous annonce que d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation des mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Alors là, ça c'est la mauvaise nouvelle de l'ASPAREC. Parce que ça veut dire qu'il va falloir être très économe. Il n'y a pas que l'agriculteur qui est concerné. Hein. On n'est pas obligé de mettre des phosphates dans les lessives. Il y a l'urgence même d'arrêter. Je crois qu'on est en cours. Mais il nous faudra être très économe et il nous faudra peut-être trouver du phosphore ailleurs. Alors, où il y a quand même quelques solutions. Pourrait-on trouver... Alors, éviter le gaspillage, c'est un peu comme pour l'azote de l'urine. Les phosphates qui vont dans les effluents d'élevage, on remet les animaux sur la paille, donc des pailles en Bretagne, fumier, on remet ça dans le sol, et je dirais, l'azote et le phosphore retournera à la fertilité des sols plutôt que de fertiliser des algues vertes. Trouver du phosphore ailleurs, c'est pas simple, mais y a-t-il suffisamment de phosphore? Alors la réponse est quand même oui. Y en a-t-il beaucoup? La réponse est quand même oui, mais, il y a un mais, vous imaginez, c'est que c'est à faible dose, entre nous ici sur Terre et le magma en profondeur. Le grès, le schiste, le calcaire, le granit, ce sont des roches mères. D'ailleurs, tous nos sols sont constitués par l'altération de ces roches qui sont en dessous. Mais évidemment, il y a des kilomètres, et là, je vais vous dire, pour avoir une population croissante, même si c'est à faible dose, la quantité est suffisante. Mais vous imaginez bien que tant qu'on dépend d'énergie fossile, réduire ces roches mères en poudre fine, surtout que le phosphore, même le phosphate naturel, hein, ceux qui font du bio avec du phosphate naturel le savent, il faut que la poudre soit extrêmement fine pour qu'elle soit facilement assimilable par la plante. Mais alors je veux dire, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez, je pense qu'il y a au moins 2 générations qui, tant qu'on dépend d'énergie fossile, vont devoir se passer de ce coût énergétique. Mais néanmoins, en sous-sol, tous les jours, la roche est altérée. Elle libère des éléments minéraux, calcium, potassium, phosphore, oligo-éléments. C'est pas accessible à la racine de blé. Mais ça pourrait être accessible à des racines d'arbres. Et c'est accessible à des racines d'arbres, c'est l'enracinement profond. L'arbre va piocher l'élément minéral, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille remonte, tombe à terre, ça fertilise la couche arabe. Dans ma Normandie, on va remettre des pommiers. Dans la Brie, on va remettre des haies. Réembocager la Brie. On va peut-être même devoir mettre des haies dans les parcelles au milieu. Il y en a peut-être déjà qui le font déjà, hein, dans la Brie, attention. Mais oui, l'arbre peut jouer un rôle fertilitaire. Alors c'est pas simple, parce qu'il y a la question de l'ombrage. La haie, ça peut jouer un rôle de brisant. On a vu que ça peut jouer aussi un rôle contre le ruissellement, mais ça peut jouer un rôle fertilitaire. Moi, je connais des agriculteurs dans les hautes tiges, ils coupent régulièrement pour pas qu'il y ait trop d'ombrage. Ils font du bois raméal fragmenté, hein, ils coupent ça en petits rameaux, et ils s'en servent pour la fertilisation de leur culture maraîchère et de quelques plantations fruitières. Bois raméal fragmenté, BRF. C'est l'agriculture manuelle, ça n'empêche que ça fonctionne. Alors, faut qu'il y ait comme il y a beaucoup de carbone, il faut plutôt mettre ça là où il y avait des légumineuses, où il y avait de l'azote, toujours, vous savez, c'est le bon dosage carbone-azote, hein, c'est un savant mélange d'agriculture pour fabriquer de l'humus et bien fertiliser les terres, mais bon, c'est savant, mais il y a des gens qui savent faire. Donc vous avez des champignons mycorhiziens, alors la truffe, vous connaissez, hein, c'est bon à manger, ça c'est savoureux. Qui s'incrusent dans la... Alors la truffe, c'est dans la racine de chêne, vous avez énormément de champignons mycorhiziens qui s'incrusent dans la racine des arbres d'abord, mais aussi dans 80... entre 70 et 80% des plantes annuelles, développe un mycélium, cette espèce de moisie, il va aller le chercher dans les argiles, il le débute, il le soustrait et refile ça à la plante dont on a tiré l'énergie. Et ça, alors je vais vous dire, les principaux progrès de l'agriculture de demain, dans les 10, 15, 20 ans, c'est le champignon mycorhizien. On a trop peu porté d'attention à la recherche publique française, pas seulement française, mais notamment française, sur les champignons mycorhiziens. Aujourd'hui, vous avez des multinationales qui vendent des biofertilisants, des biostimulants, des bio-trucs. Moi, j'arrive, c'est breveté. J'arrive absolument pas à savoir ce que c'est. Il y a des agriculteurs, moi, je fais une fertilisation homéopathique.
Donc il dilue ça dans des tonnages d'eau absolument incroyables. Évidemment, l'agronome que j'étais, c'est incompréhensible ce discours. Une fertilisation homéopathique, pour moi, c'est des doses de calcium, potassium, phosphore, à des doses infinitésimales, ça ne fertilise pas un sol. Ah ben oui, mais si c'est des spores de champignons mycorhiziens, c'est que ça va aller débusquer les éléments minéraux qui y sont. Attention, attention. On a un peu trop méprisé des pratiques qui étaient véhiculées par des discours sur la biodynamique, etc., qui étaient peut-être incompréhensibles pour les scientifiques, et moi je continue de ne pas comprendre, mais on a eu tort de mépriser les gens et de mépriser leurs pratiques. Et là, je pense, c'est des multinationales qui ont pris les devants, et aujourd'hui c'est breveté. Et j'arrive jamais à savoir. Des agriculteurs me disent, voilà, cette biopréparation me suffit, c'est génial. Un autre agriculteur avec la même biopréparation me dit, c'est la poudre à perlimpinpin. Évidemment, selon les régions, selon les sols, ce ne sera pas les mêmes effets. Mais je suis incapable d'expliquer, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans, c'est breveté, ils ne mettent pas ça évidemment sur l'affiche, sur l'étiquette. Donc là, il y a une vraie... Là, on a vraiment beaucoup pris de retard, il y a une responsabilité de la recherche agronomique publique, je vous le dis tout de suite, de s'être trop désintéressé de ces microbes utiles, comme on dit aujourd'hui. Il y a évidemment des microbes, des bactéries, des rhizobiums, etc., on avait travaillé, mais les champignons mycorhiziens, trop peu, alors que c'est ça qui va vraiment changer en termes de fertilisation, pour éviter un certain nombre d'engrais de synthèse, c'est ça qui va nous sortir du merdier. Mais du coup, j'avais envie de dire, est-ce qu'on sera capable de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière en faisant l'usage intensif des rayons solaires, en faisant l'usage intensif du carbone, du gaz carbonique, en faisant l'usage intensif de l'azote de l'air, en faisant l'usage intensif des champignons mycorhiziens pour aller chercher les éléments minéraux au moment où la roche-mère est libérée en bas. Peut-être que dans certains pays, d'ailleurs, on va transférer peut-être des déchets organiques de zones pastorales vers les zones agricoles, mais que ces zones pastorales, c'est des arbustes qui pâturaient, des arbustes fourragers qui avaient été chercher des éléments minéraux en profondeur, c'était dans la feuille a été mangée par l'animal a fait des déjections, on a mis ça dans un parc, on transporte dans les zones agricoles. Enfin, je veux dire, selon les pays, les solutions vont être différentes. Mais globalement, si vous me demandez s'il y avait toutes les raisons d'être optimiste pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, franchement, j'ai toutes les raisons de vous dire que je suis optimiste, d'autant plus que la haie en question, là, elle héberge les coccinelles. Et si ces coccinelles neutralisent les pucerons, et puis dans la bande enherbée, le carabe, s'il s'attaque aux limaces, et si la mésange bleue s'attaque à la larve du carpocaps, et si les cirques, et si les chauves-souris, enfin, qu'on va rétablir les insectes auxiliaires, tous ces animaux auxiliaires, écoutez, on n'aura plus besoin de pesticides. On n'en aura plus besoin. Mais effectivement, si vous voulez maintenir les champignons mycorhiziens du sol, les champignons utiles, vous avez une plante qui a une maladie, champignon pathogène, ben, l'agriculture moderne de demain, il ne mettra plus de fongicides. Hein, parce qu'on est en train de tuer la fertilité des sols. Vous voyez, l'agroécologie, quand je vous disais, c'est l'analyse complète de l'agroécosystème et des interactions avec les abeilles, avec les champignons, les pathogènes et les utiles, et ce genre de choses. C'est ça dont on va essayer de comprendre. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, puisqu'on ne va plus employer de produits en cible, il va bien falloir vivre avec les ravageurs. Il va falloir vivre avec les agents pathogènes. Et comment y arriver? Ben, c'est la sélection de variétés tolérantes. Hein. Et là, on va peut-être récupérer des variétés anciennes. Hein. Moi, j'ai travaillé dans des régions, vous savez que le coton est une plante qui exige beaucoup de pesticides, et là, ma grande surprise, les jacides s'attaquent. Aucune attaque de ces insectes piqueurs suceurs. Ah oui, mais le coton, il était velu, tout plein de poils. Eh bien oui, l'insecte piqueur suceur essaie de piquer et sucer la sève, et les poils n'en empêchent. Oui, la sélection de plantes, à feuilles velues ou tiges velues, permettent de vivre avec des insectes piqueurs suceurs. Vous avez des chenilles, alors je ne vous raconte pas, quand c'est des chenilles, feuilles lisses, cirées, le papillon dépose son œuf, hop, l'œuf tombe à terre, pas de développement de la larve. Et maintenant, on connaît même des plantes qui tolèrent la présence des deux. Alors là, on ne comprend pas, parce que c'est des feuilles lisses. Comment se fait-il que le puceron n'arrive pas à bouffer la plante, en tout cas, à détériorer totalement le rendement? Ben, on comprend un peu mieux, c'est que quand ces insectes piqueurs suceurs ouvrent l'échancrure dans la plante, il y a un gaz qui se dégage, un gaz volatile, et qui attire la coccinelle qui va s'attaquer au puceron. Et ça, c'est des produits de sélection paysanne, de gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un champignon mycorhizien, de gens qui ne savaient pas ce que c'était que ces gaz volatiles, attractifs et de ce genre de choses. Mais aujourd'hui, la science, elle est capable d'expliquer le pourquoi de certaines pratiques paysannes qu'on a peut-être un peu trop délaissées, minorées et même méprisées. Mais aujourd'hui, on en connaît les fondements scientifiques,
Et inutile de vous dire, on va progresser. On ne va pas reproduire l'agriculture de nos grands-parents. C'est vrai que quand je vous dis on va remettre les animaux sur la paille, on va refaire du fumier, on va remettre des pommiers dans la prairie, on va réembocager, ça fait un peu retour en arrière. Mais nos grands-mères ne savaient pas ce que c'était que champignons mycorhiziens, les grands-pères ne savaient pas ce que c'était que ces gaz volatiles. Et aujourd'hui, quand vous regardez des gens en permaculture, leur connaissance de plantes attractives, répulsives, de comment ils gèrent toutes ces interactions, non pas pour éradiquer, on n'éradique plus, on n'utilise plus les produits anciens, mais on vit avec, on minore les ravages, on minore la prolifération. Et pour les champignons, parce que c'est souvent sur les champignons que c'est le plus difficile, ben je vais vous dire, c'est plusieurs espèces différentes dans un même champ. Hein. Même en Chine, hein, j'ai vu des... Alors c'est des variétés là, mais dans les rizières chinoises, les paysans ils mettent plusieurs variétés, et régulièrement, il y a une variété qui n'est pas accueillante pour les champignons pathogènes de la variété d'à côté. En permaculture ou dans les cultures associées, les spores peuvent se balader avec les vents. Si vous avez 3-4 barrières végétales de plantes peu accueillantes, ben, un champignon pathogène de cette espèce, pour rejoindre la plante de la même espèce, ben, écoutez, je suis désolé, 4 barrières végétales, prolifération mineure, très peu de dégâts occasionnés aux cultures. Oui, l'agriculture de demain n'éradique plus, elle vit avec, elle minore les ravages, elle minore la prolifération. Il y a 1001 techniques selon les lieux, évidemment, parce que le débat, on va l'ouvrir, mais les façons techniques d'y arriver dépendent des conditions locales. Est-ce qu'il y a une saison sèche, dans des pluies? Mais je peux vous assurer, quand je monte des photos de mil et de sorgho au Niger, sous des parcs de Fédérabia albida, légumineuse, le rendement est 3 fois supérieur sous la frondaison de l'arbre. Cet arbre, il a des racines profondes, il est capable de faire la photosynthèse en saison sèche, il a accès à la nappe phréatique, il développe ses feuilles, il fixe du carbone en saison sèche. C'est une légumineuse, il fixe de l'azote. Avec ses racines profondes, ils vont chercher des éléments minéraux en profondeur. Quand la feuille morte tombe à terre, tiens, c'est le début de la saison des pluies, ça tombe à terre, il n'y a pas trop d'ombrage pour le mil et le sorgho. La feuille est riche en carbone, en azote, le bon dosage. Ça fabrique du fumier sans même qu'on ait à mettre du fumier. Ça fabrique de l'humus quand on est à mettre du fumier. Et en plus, les éléments minéraux, je veux dire, même dans des régions où on aurait des troupes, même là où les gens sont en train de se faire des guerres civiles parce qu'ils manquent de ressources, les gens ont faim, enfin, tout le désordre qu'on peut voir dans notre société aujourd'hui, qui résulte de la faillite de paysannerie qui continue de travailler à la main en concurrence avec nos excédents de bas de gamme, ben écoutez, je vais vous dire, je pense que nous, on pourrait éventuellement produire moins, mais mieux. C'est pas le blé à 90 quintaux, hein, l'agriculture moderne. L'agriculture avec les coûts en engrais, les coûts en pesticides, peut-être même les coûts en détérioration des sols, en qualité sanitaire et autres, le blé moderne de demain, c'est à 50 quintaux, fertilisé avec de la luzerne. On perdra des devises à moins exporter de blé vers l'Algérie et l'Égypte. Certes, l'Algérie et l'Égypte, eux, se ravitaillent en Ukraine. D'ailleurs, les blés qu'on vend au moindre prix sur le marché international, c'est les pays du Sud qui nous mettent en concurrence avec la Russie ou l'Ukraine. 35 quintaux l'hectare là-bas, et la ferme, c'est 10 000 hectares. Donc vous savez, nous, le blé à 90 quintaux, hein, aucun avenir. Donc oublions les blés à 90 quintaux, repensons à mettre des légumineuses, on aura un blé à 50 quintaux. En fait, en France, c'est pas le produit brut qu'il faut accroître, c'est la valeur ajoutée. C'est le produit brut, moins les coûts de ce qu'on a détruit. La valeur ajoutée, c'est le revenu de l'agriculteur, ce qu'il paye d'impôts à l'État, le loyer au propriétaire, les intérêts pour la banque. Ça, c'est la répartition de valeur. Mais tout le reste, les engrais, ça a été détruit. Notre agriculture productive est destructive. On espère détruire le moins possible d'humus, bien sûr, le moins possible d'abeilles aussi. Et bien, ce sera le blé à 50 quintaux, avec de la luzerne. Mais les devises perdues à moins exporter de blé, c'est un gain en devise à moins importer de soja, et un gain en devise à moins importer de gaz naturel russe pour mettre des engrais azotés de synthèse, parce qu'on découvre que cette légumineuse, ses racines, sont riches en azote. Donc la culture qui vient en rotation après, ben, elle n'a pas besoin d'engrais azotés de synthèse. C'est ça l'agriculture moderne de demain. D'ailleurs, les agriculteurs qui mettent des lentillons entre leurs rangées de blé, après récolte, ben, le microbe, il trouve le carbone dans la racine du blé, il trouve l'azote dans la racine de la légumineuse, et il vous fabrique de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et j'ai coutume de dire, je suis un ardent défenseur du fumier. On va arrêter là-dessus, parce que le fumier, c'est comme l'azote de l'urine et le carbone de la paille, hein, c'est pour des raisons objectives. Hein. Dites pas comme mes étudiants, j'ai perdu cette objectivité, je suis tombé dans la naissance. Insupportable, les étudiants. Mais, donc on va remettre les animaux sur la paille, on va refaire du fumier quand même, mais on peut aussi produire de l'humus sans fumier, hein, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà, en tout cas, je termine là-dessus. Si la question n'est que technique, est-ce qu'on a toutes les raisons d'être optimiste pour nourrir correctement
directement et durablement l'humanité tout entière. C'est-à-dire là-bas dans les pays du Sud, produire davantage à l'hectare, avec une agriculture certes intensive, mais qui fait l'usage intensif de ce qui est gratuit, renouvelable, pléthorique, hein, et surtout très économe en énergie fossile et pas d'agrotoxiques. La question elle est là-bas, dans les pays du Sud, soit prendre et les rendements et la valeur ajoutée. Nous on peut se permettre, parce que la transition vers cette nouvelle forme d'agriculture, on voit bien le passage au bio en France, à l'exception de la permaculture, le rendement baisse. Mais le rendement baisse, mais pas forcément la valeur ajoutée. Hein. Attention, hein. C'est pas forcément les agriculteurs biologiques qui sont les plus en difficulté. Par contre, oui, c'est exigeant de travail, hein, c'est artisanal, et ça, il faudra rémunérer le travail. Ça va être ça l'objet du débat. Mais en tout cas, si la question n'est que technique, nous, évidemment, on produira moins mais mieux, on produira par contre plus de ce dont nous sommes déficitaires. On a déjà dit que ça n'est pas du tort aux Brésiliens. Les Brésiliens ne sont pas fiers de produire du soja pour nourrir nos cochons, nos volailles, nos ruminants. Ils préféraient nourrir des Brésiliens trop pauvres qui ne peuvent pas l'acheter. Donc on va renégocier effectivement les accords internationaux. On va redonner le pouvoir de chacun des peuples à gérer en circuit court le cycle du carbone, la photosynthèse, le cycle de l'azote, les légumineuses, le cycle des champignons, des insectes et ce genre de choses. Oui, oui, non, si la question n'est que technique, j'ai toutes les raisons d'être optimiste. Maintenant, si dans le débat, vous considérez que la question est d'abord politique, là vous avez le droit de ne pas me poser la question pour savoir si je suis optimiste. Merci. Ce que je vous propose maintenant, c'est évidemment de poser les premières questions orales. Si les cultures sont mélangées dans les champs, la récolte des produits va être plus compliquée, donc beaucoup moins mécanisée. Donc, comment ça se passera? Alors vous avez donc raison, le coût, enfin bon, tout oui, ça, oui. vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, le lentillon et blé, je vais le citer parce que alors c'est compliqué parce qu'effectivement, c'est bien savant, il faut récolter le même jour avec la même moissonneuse batteuse. Et après on sépare les grains. Mais par contre, les cycles végétatifs ne sont pas régulés exactement pareil. Donc on n'arrive pas toujours à ce que les maturités arrivent au bon moment. Après, quand c'est des fourrages, on dit souvent le métal, c'est d'ailleurs pas une bonne nomenclature, mais c'est souvent. Alors là, il y a la graminée riche en carbone, il y a la légumineuse riche en azote. On récolte les deux ensemble, mais ça donne un fourrage pour les animaux avec d'emblée le bon dosage carbone-azote, et là on ne les sépare pas. Alors effectivement, dans les pays du tiers-monde, la milpa mexicaine, c'est une agriculture manuelle ou une agriculture attelée. Donc là, effectivement, les associations de culture, il faut le dire très clairement, se prêtent beaucoup moins aux cultures associées. Je regarde, vous savez, près de Montpellier, donc on cultive du blé dur sous des noyers. On m'avait toujours enseigné qu'on ne pouvait rien cultiver sous des noyers. Et bien l'écartement des noyers, c'est quand même le passage pour une moissonneuse batteuse. Donc il faut être clair, le noyer, même quand il a bien débourré, et donc en plein été, il ne recouvre pas la totalité du sol. N'empêche que le sol est recouvert par la culture annuelle de l'automne jusqu'au printemps. Il y a quand même encore une photosynthèse, donc, en plein été. La racine des noyers, les racines traçantes, sont en dessous des racines de la culture annuelle. C'est quand même une association de culture qui permet, même si du fait d'être mécanisé, c'est pas aussi parfait que ce que je raconte, mais n'empêche qu'on parvient bien dans une région semi-aride méditerranéenne à exploiter la couche superficielle des sols par les cultures annuelles et plus profonde avec les noyers. Et le noyer, alors évidemment, il y a la feuille légèrement toxique pour la plante annuelle, mais s'il pleut beaucoup, c'est sans gravité, et par contre, accueille des champignons mycorhiziens. Donc oui, le transfert de ces techniques, beaucoup plus pratiquées dans les pays du Sud, dans une agriculture mécanisée, on est obligé de faire des concessions, ce ne sera jamais aussi parfait. Mais c'est quand même des progrès. Hein. Qu'est-ce que ça nécessite comme remise en question chez les céréaliers notamment? Oui, alors la question elle est oui, hein, il y a donc déjà des céréaliers qui pratiquent ça. C'est-à-dire que vous avez des agriculteurs qui font des rotations de culture, ils mettent ce qu'ils appellent un couvert végétal le plus permanent possible, et ils font un semi-direct direct, sans labour. Il y a des semoirs spécialisés pour ça. Il faut quand même que le couvert végétal soit broyé, ou qu'il meure par le gel, et en fait c'est ça la vraie difficulté. En région céréalière, les techniques zéro labour, techniques culturales simplifiées, c'est l'élimination de ce couvert végétal qu'on a mis, qui peut-être étouffait d'ailleurs certaines mauvaises herbes aussi, hein, mais
voilà, il faut le broyer. Alors, est-ce que c'est possible partout et sans herbicides? Là, ça devient un peu difficile. Ça reste possible, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu comme une querelle. Il ne faut surtout pas en faire une querelle de religion. Entre des gens qui disent, bah, moi je fais de l'agriculture biologique, et évidemment, je n'emploie pas de désherbants. Et comme je n'emploie pas de désherbants, pour lutter contre les herbes concurrentes, les herbes adventices, hein, que moi j'appelais mauvaises herbes quand j'étais formaté, et ben, je laboure, je mets l'herbe à l'ombrage, et du coup je peux cultiver. Alors, évidemment, eux labourent. Les gens qui font du zéro labour, ils ne peuvent pas faire ça. Mais il faut quand même bien que je désherbe. Allez hop, on dépend du glyphosate. Et du coup, ça fait une espèce de querelle. Le zéro labour est une démarche qui relève de l'agroécologie scientifique, mais qui, néanmoins, continue d'employer le glyphosate. Et vous savez ce que je vous ai dit du glyphosate, hein, c'est quand même un cancérigène probable, mais démontré. Hein. Probable, ça veut quand même dire démontré, ne l'oubliez pas. Donc on doit y mettre fin, ça c'est clair. Il faudra quand même lutter contre ces fameuses herbes. Et quand on fait du zéro labour, alors là je vais vous dire, ça devient compliqué, mais c'est possible. Globalement, ça veut dire que dans la rotation, il faut que très régulièrement des plantes très couvrantes, je pense, évidemment ça peut être le chanvre, hein, pas le chanvre matériel d'isolation dans les bâtiments. Quand vous voyez les parcelles de chanvre, je veux dire, les herbes qui avaient égrené dans la culture précédente, l'accès au soleil, hein, rien. Donc ça ne va pas égrener. Alors je dis pas qu'on a éradiqué les herbes adventices, mais n'empêche qu'on empêche régulièrement la prolifération de ces herbes adventices, même des plantes qu'on considère souvent comme vivaces, en faisant un ombrage. Alors quand vous avez maintenant une prairie temporaire de 3 ans, éventuellement 4 ans, avec de la luzerne qui va être fauchée, ben je vais vous dire, 4 ans après, les herbes qui étaient restées, qui ont été privées de soleil, il y en a quand même beaucoup moins. Donc on n'éradique plus, il faut être clair, et ça veut dire donc qu'on a remis les prairies temporaires, et avec de la luzerne éventuellement. Ça veut dire donc qu'il y a un élevage pas trop lointain. C'est-à-dire que la difficulté, elle n'est pas là où on le croit. Mais la réalité technique, oui, il y a des gens aujourd'hui qui concilient zéro labour et agriculture biologique dans le réseau base, hein, puisqu'il y a un réseau des gens qui pratiquent l'agriculture sous couvert végétal, semi-direct, sans labour. Oui, il y a des gens qui arrivent à concilier les deux. Attention, c'est savant. Et moi j'entends, c'est la prairie temporaire, mais c'est souvent, oui, des cultures très couvrantes, comme le chanvre, certains font du miscanthus, enfin, je veux dire, mais la seule lutte qu'on ait, c'est l'ombrage. Ne pas lui donner accès au soleil. Elle finira par disparaître. Pas disparaître, jamais totalement, mais quand même assez largement. Château du Casse, dans le Bordelais, le petit robot, c'est un petit robot au panneau solaire, il se lève le matin avec le soleil et il se couche le soir avec la tombée de la nuit, et entre les rangées de lignes, il coupe l'herbe. Il ne désherbe pas, parce qu'on a vu que l'herbe était utile. Il empêche une prolifération exagérée de ce qui était autrefois considéré comme une mauvaise herbe, mais aujourd'hui une bonne herbe, mais il minore la prolifération exagérée, et néanmoins c'est très utile. Ben, le mouton il peut faire la même chose, mais il faut donner les moutons avant que la vigne ne dévoure. Donc, vous avez compris. Alors que le petit robot, lui, même quand il y a des feuilles sur la vigne, il ne va pas aller le brouter. Et alors, ce qui est vrai, en France, c'est qu'il n'y a plus de famine depuis qu'on a mis fin aux jachères. Le jour où on a mis des luzernes, des trèfles, des sainfoins et quelques plantes sarclées, c'était à la veille au lendemain de la Révolution française. Hein. En France, il y a des gens qui ont faim, mais il n'y a plus de famine. C'est quand même le jour où on a mis fin aux jachères. Alors dans certains pays tropicaux, je vois en Algérie, moi je soutiens vraiment, je vois un pays qui importe beaucoup de céréales, quand vous voyez que 40% des terres céréalières sont encore en jachère, alors qu'on pourrait cultiver des légumineuses, du bersim, un trèfle d'Alexandrie, ou bien des légumineuses alimentaires, lentilles, pois chiches, fèves et autres, moi ça me désespère, quoi. Mais oui, dans l'idée du repos de la terre ne se repose pas. C'est la biologie des sols, au contraire, qui est très active dans des sols, mais qu'il ne faut pas, dont il faut connaître la biologie et ne pas trop perturber, et notamment le labour peut, mais aussi un grand nombre de produits en seed, peut porter préjudice à la biologie des sols. Mais le nec plus ultra aujourd'hui des sols, c'est de respecter sa biologie. Rendre le sol poreux, séquestrer du mus dans les sols, ce genre de choses. Et les champignons mycorhiziens, débusquer les éléments minéraux. Mais oui, on peut se passer de jachère. Nous, ça fait un certain temps. Les pays du Sud peuvent aussi. Plusieurs petites questions à vous poser. Tout d'abord, en fait, moi, il y a un truc qui me fait peur. Je suis d'accord sur beaucoup de choses que vous avez énoncées, mais il y a une chose primordiale, c'est que
on ne fera pas du boulot à 5 ou 10 agriculteurs en France. Le métier d'agriculteur est quelque chose qui fait rêver beaucoup de personnes, mais en fait, il n'y a personne qui est prêt à venir bosser avec nous pour aller biner un champ de betteraves, par exemple. J'en prends bien l'expérience de mes copains qui viennent une matinée et puis c'est tout, quoi. Donc ça fait rêver beaucoup de personnes, mais après, quand il faut mettre la main à la pâte, il n'y a plus personne, quoi. Ensuite, il y a des petites choses un peu qui m'ont un peu interloqué dans ce que vous avez dit. Je tiens à rassurer la salle, on n'a pas d'hormones dans le lait ni dans la viande qui sont produites en France. Donc il faut éviter de faire peur des fois avec des trucs comme ça. Et j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Alors pour les hormones dans le lait, vous avez un peu raison, sauf quand on découvre de temps en temps, ça veut dire qu'il y a de la fraude. C'est pas vrai. Ah bon? Ah non, non. Et la viande, c'est les antibiotiques, non, non, c'est pas les hormones. Alors, je suis Producteur laitier. Je suis producteur de lait. Je suis membre d'un syndicat national de producteurs de lait. Vous n'avez pas le droit, dans une assemblée publique comme ça, d'énoncer des choses qui sont des contre-vérités. Il n'y a jamais eu, en Europe, d'utilisation d'hormones de production laitière. Jamais. Et il n'y en a jamais eu d'importé et on n'en a jamais trouvé. On a éventuellement trouvé des hormones de production laitière dont des laits importés des États-Unis, parce qu'il est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu des productions d'hormones, et à la fois sur la viande et sur le lait, mais vous n'avez pas le droit de dire des fausses vérités comme ça pour faire peur aux gens. Il n'y a jamais eu d'hormones de production de lait pour le lait en France, et donc il ne faut pas... Vous avez le droit d'avoir des idées, mais ne faites pas peur aux gens avec des... Je me dois de dire la vérité, vous avez raison. Les antibiotiques dans la viande? Les antibiotiques dans la viande, quand on soigne des animaux, il peut y avoir des antibiotiques. À partir du moment où on utilise des produits médicamenteux avec des délais d'attente qui sont respectés, il n'y a pas d'antibiotiques dans la viande. Alors, vous êtes au courant quand même que la grande crainte des médecins aujourd'hui, c'est des antibiorésistances. Oui, la grande crainte des antibiorésistances. Non, mais statistiquement avéré, hein. Statistiquement... Là, c'est avéré. Statistiquement, c'est avéré que le plus gros consommateur d'antibiotiques, c'est pas les animaux, c'est quand même avant tout les hommes qui en mangent de façon assez inconsidérée pour soigner les choses qui ne sont pas obligatoirement utiles. Donc, les antibiotiques... Donc je fais peur. En disant ça, je fais peur. Là, on vérifiera. Je voulais finir sur 2-3 choses. Rappelez que pour la plupart des personnes, on peut nous donner des leçons, mais que ça serait bien de faire autant à la maison, parce que si on laisse faire la nature dans nos champs, on essaye un peu tous de faire ça. Ça a été, en premier lieu, je prends l'exemple de mon père, par un souci économique, à mettre moins de produits, parce que le produit, on ne nous le donne pas, on l'achète. Et puis après, bon, on s'est aperçu, comme vous avez dit, que la science a progressé. Donc si on nous oblige à retirer des choses, il ne faut pas obliger que dans les maisons, il y a des produits qui sont beaucoup plus toxiques que ce qu'on peut utiliser dans nos champs. Donc ça, si le ménage est fait d'un côté, il faut que ça soit fait des deux côtés. Et la dernière chose, après je m'arrête là, et je laisse la parole aux autres, c'est de rappeler que on a quand même des denrées qui sont de bonne qualité et bon marché en France. Et moi je m'inquiète quand même à savoir l'avenir avec un système qui est le vôtre, en fait, parce que quand on voit des ruées pour une promotion pour un Nutella à moins 50%, enfin je dis ça mais je sais pas, ça m'inquiète en fait qu'il y ait une petite partie de la population qui pourra bien se nourrir avec la bouffe qui sera faite en France, et 80% du reste qui va manger de la merde importée de Russie et des États-Unis. Voilà, enfin c'est ma crainte pour l'avenir. Très bien, alors là il y a plusieurs questions effectivement, la véracité ou pas de ce que je raconte sur les antibiotiques et les hormones, mais le débat après il est hautement politique effectivement, et on ne va pas y échapper. C'est comment parvenir à cette transformation radicale si ce que je vous ai raconté est vrai. Évidemment, si ce que je vous ai raconté est faux, c'est pas la peine de commencer à envisager quoi que ce soit. Mais si ce que je vous ai raconté est vrai, là il nous faut être honnête, hein, quand je vous ai dit j'ai toutes les raisons d'être techniquement optimiste, mais pas forcément politiquement, c'est que le débat politique doit avoir enfin lieu pour voir si effectivement on s'y met et à quelles conditions.
Et je suis vraiment de ceux qui pensent que quand on vous dit bon, on va interdire ça pendant 3 ans, si on ne fait rien qui va dans le sens on va pouvoir lutter contre les herbes grâce à des prairies temporaires, grâce à du miscanthus, grâce à du chanvre et ce genre de choses, si vraiment il n'y a rien qui est fait pour cette transition agroécologique, il va de soi que ce discours est insupportable. Moi, je serais agriculteur, je serais stigmatisé de la façon dont ils le sont aujourd'hui, sans solution alternative, je ne supporterais pas. Je vous le dis tout de suite, je ne supporterais pas. Donc, il faut être clair. Alors, effectivement, mais pour autant, je vous mets en garde. Je pense que ça ne sert pas la cause des agriculteurs de jouer la politique du déni. Claude Allègre l'avait fait, il y a donc dans le monde scientifique, on sait, le réchauffement climatique, circuler, il n'y a rien à voir. Ça y est, j'ai cité le ministre. Mais commencer à dire, oui, les autres font de la merde, et de toute façon, nous, on ne fera de progrès que si les autres perturbateurs endocriniens en mettent. Alors, ça, auprès du grand public, faites très attention. C'est inaudible. Si vous dites, moi, je ferai un effort, que quand tout le monde fera un effort, alors là, je vous dis tout de suite, les gens qui servent, moi, je vais vous présenter comme victime, et vous présenter comme complice. Ça, je pense, ça vous fait le plus grand tort. Je vois ça dans toutes les assemblées. Ah non, mais vrai, hein. Moi, je vois des gens qui souffrent énormément de ce que vous appelez l'agribashing, hein. Mais dans cet agribashing, il y a le fait... J'ai des souvenirs du président de la FDSE de Côte d'Armor. Il y avait à l'époque, c'était Dacian Solos, le commissaire européen, et c'était Stéphane Le Foll qui était le ministre. Je faisais une conférence. Et voilà que le président, attention, il a un rôle politique encore aujourd'hui, hein. Il me dit, monsieur Dufumier, vous savez très bien que les algues vertes, c'est pas l'azote, c'est le phosphate. Et le phosphate, monsieur Dufumier, vous le savez très bien, c'est pas l'agriculture, c'est l'industrie. Donc on reporte sur les autres, hein, les ménages, comme vous dites, les Russes. Et, alors évidemment, c'était de l'ordre du mensonge et du déni. Certes, le phosphate fertilise les algues vertes, mais c'est bien le surplus d'azote qui est à l'origine des algues vertes sur le littoral breton. Inutile de vous dire, pour avoir tout le public contre lui, il avait réussi son coup. Alors vraiment, je vous invite à être très prudent. Oui, inévitablement, il faudra produire moins et mieux. Ça, c'est la thèse que je défends. Mais commencer à dire, non, les dangers ne sont pas l'antibiorésistance, c'est la consommation d'antibiotiques. Non, alors là, je suis désolé, hein. L'antibiorésistance, on sait que c'est une consommation indue d'antibiotiques quotidienne dans la viande. Je suis désolé. Et tout... Non, mais vous avez le droit de penser que non. Mais sachez que ça vous fait le plus grand tort. S'il vous plaît, on paye correctement. Les gens ne bineront pas les betteraves sur le bin à main. Alors, pour le désherbage, pour un certain nombre de cultures, il y a du matériel, hein, quand même, c'est pas que manuel. Dans le maraîchage, c'est clair qu'il y a un supplément de travail, même si en permaculture, c'est l'inverse. Hein. C'est la plante qui fait de l'ombrage à l'herbe adventice, et non pas l'herbe adventice qui fait. Mais la transition écologique chez nous, il faut clair, elle se traduit par une diminution de rendement, il faut reconstituer l'humus des sols, il faut ressusciter les abeilles, les coccinelles, il faut rétablir un écosystème. Chez nous, à l'exception de la permaculture, ça passe par de moindres rendements. Mais c'est la valeur ajoutée qui importe. Mais la valeur ajoutée en question, je suis désolé, c'est du supplément de travail, c'est artisanal, si c'est pas correctement rémunéré, dites-moi tout de suite, c'est impossible, c'est du mensonge. Ce qui veut dire aussi que normalement, notre alimentation, le prix de notre alimentation va augmenter, donc le pourcentage par rapport à notre pouvoir d'achat va aussi être plus important en matière d'alimentation, donc au détriment sans doute d'autres objets courants ou superprédatoires. Alors, ça permet de répondre, parce que je n'ai pas répondu totalement tout à l'heure, effectivement, sur l'alimentation de merde qui nous arrive, le Nutella et le reste. Je pense effectivement qu'il y aura deux choses à voir pour la correcte rémunération des agriculteurs si on veut vraiment que cette transition soit amorcée et ait lieu au plus vite. Il est clair, ce sera la qualité du produit, et ça, ce sera la charge du consommateur. Et la question de comment il arbitre ses achats, entre une alimentation de merde et une alimentation d'appellation terroir, de labellisé bio, et des choses de ce genre, et y mettre le prix, parce que ça exigeait plus de travail, effectivement, est-ce qu'on privilégie le renouvellement du smartphone, ou est-ce qu'on va dans le truc? Alors, dans les bonnes nouvelles, quand même, la consommation de produits bio, ça croît à 2 chiffres tous les ans. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que l'offre ne répondant pas à la demande, on importe de plus en plus. Et je vous dis tout de suite, le grand drame, on reparle à des grandes surfaces, enfin, c'est une discussion que j'avais avec les clients cet après-midi, mais il est clair que de plus en plus les grandes et moyennes surfaces s'habituent à importer des produits bio. Et si un jour on arrive à un surplus de produits bio en France et que les prix s'effondrent, je peux vous assurer que les producteurs bio sont obligés de faire certifier bio et équitable. Parce que les Leclerc et autres vont continuer d'importer à bas prix. Avec des gens, des Turcs, alors je ne sais pas trop quelle région de l'Europe,
mais sous-payés. Alors là, il y a de vraies menaces. Si politiquement on s'y met pas, dès maintenant, à vérifier que le produit bio pourrait être rémunéré à un prix équitable et se donner les conditions pour y arriver, on n'y arrivera pas. Par contre, je pense que les services environnementaux, ça c'est aux contribuables de payer. Et je ne demande pas forcément aux contribuables de payer plus d'impôts, ils n'aiment pas beaucoup. Mais avec les impôts que nous payons déjà, et les subventions de la politique agricole commune, si au lieu d'être des subventions à l'hectare, proportionnelles à la surface, qui est quand même un encouragement à l'agrandissement des exploitations, et du coup à la spécialisation pour amortir au plus vite, raisonnement microéconomique juste. Hein. Je stigmatise pas les agriculteurs en ce moment. Hein. Quand ils me disent, moi j'agrandis, ça me permet d'amortir ma maçon de batteux sur une vaste surface, c'est très vrai. Hein. Mais néanmoins, si on veut une politique de l'emploi, si on veut une politique de qualité, non, c'est l'intensification en travail. Et l'intensification en travail, on ne le fera pas si on n'est pas rémunéré. Donc c'est bien la réattribution des 9 milliards d'euros pour la France, hein, 50 milliards pour l'Europe, peut-être un peu moins avec le départ des Britanniques, bien sûr. Mais cette réaffectation, désormais on va vous rémunérer pour les services environnementaux. Ici vous séquestrez du carbone avec des techniques qui permettent de séquestrer le carbone. Ça peut être la technique culturelle simplifiée, de remettre les effets sur la paille, le fumier, etc. Selon les régions, ce sont des techniques différentes. Dites-moi à quel prix et je vous paye. Vous mettez des légumineuses, vous évitez l'importation de soja, vous évitez les importations de gaz naturel russe. C'est un service d'intérêt général. On est conforme à la COP 21. Dites-moi à quel prix vous mettez des légumineuses. Top là, je vous paye les infrastructures écologiques pour héberger les chauves-souris. Là, ça peut être le contribuable. Ce n'est pas des impôts nouveaux, mais qu'est-ce que ça irait plus vite. Et je vais même vous dire, puisque, désolé, hein, antibiorésistance, perturbateurs endocriniens, etc., c'est quand même, les gamins, enfin, c'est depuis une hétéro jusqu'à la fin de puberté, là, la question de la santé, hein, elle est vitale. Et moi, je pense que si tout pouvait être bio dans les cantines, dans la restauration collective, ce serait quand même très bien. Et si on ne veut pas que ce soit imputable aux parents d'élèves, bah écoutez, à 50 centimes le repas en plus, avec les subventions de la PAC, tous les repas de restauration collective seraient bio, 1,6 million d'euros. Je n'ai pas oublié les cantines d'entreprise, les EHPAD, les hôpitaux, mais évidemment en premier, urgence, parce que c'est perturbateur endocrinien, ça ces âges-là, les collèges et les lycées. Et le reste, paiement des services environnementaux. Non, non, on a des solutions politiques pour effectivement retransférer ce qui sont aujourd'hui considérés comme des aides, comme si les agriculteurs devaient être des mendiants, vivre de mendicité. Ah, j'ai besoin de subventions. Ah, j'ai besoin d'aide. C'est insupportable hein, d'entendre ces choses-là. Quand vous avez des gens, ils disent alors c'est le contribuable, vous avez des aides, et vos aides, c'est les algues vertes sur le littoral breton. Attendez, c'est insupportable. Mais moi, je suis pour des paysans droits dans leurs bottes, correctement rémunérés, fiers du bon produit. C'est pas du Nutella, ça vient pas de Russie. Pour prendre votre exemple, c'est surtout les céréales, hein, mais les céréales de Russie sont quand même des luttes fortes. Hein. On a du mal à être compétitif avec eux aujourd'hui pour l'exportation. Mais vous auriez des agriculteurs droits dans leurs bottes, fiers d'un bon produit, fiers d'un service d'intérêt général. Ben, je pense que ça irait bien mieux. Alors ça, c'est une marque d'espoir. Est-ce que la volonté politique au niveau européen et au niveau français, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle est là, ou est-ce que malheureusement la prochaine PAC, par exemple, nous mène pas vraiment dans une agriculture plus naturelle? Heureusement que vous avez dit que je souhaitais qu'on ne nous pose pas la question. Alors je savais qu'elle serait posée. Hein. Inévitable. Oui, je pense. Alors, pour changer les choses, c'est vrai qu'il y a des quantités de transformation. Le changement du comportement des consommateurs et la volonté de payer un peu plus cher un produit de haute valeur ajoutée, c'est trop lent, mais c'est en cours. Et en ce moment, c'est plutôt l'offre qui n'arrive pas à répondre à la demande, mais il y a quand même derrière des revues diététiques, hein, pour de multiples raisons, mais je crois que c'est quand même les perturbateurs endocriniens, les antibiotiques dans la viande, parce que les médecins, l'antibiorésistance, ils en parlent. Hein. Donc, je pense que c'est ça. Et c'est pas forcément que la peur, la mauvaise conseillère, elle aboutit quand même à consacrer un peu plus d'argent pour la nourriture. Mais c'est une minorité. On est bien d'accord. Mais il faut aller de l'avant. Ce sera aussi les associations. Les associations de parents d'élèves peuvent exiger le bio à la cantine. S'ils l'exigent, peut-être qu'on payera correctement les agriculteurs locaux pour qu'ils fournissent la cantine avec des produits bio. Pourquoi pas? Si la PAC pouvait dire, grâce aux subventions, on vous assure là les agriculteurs que dans les 6 ans qui viennent, on va vous acheter un volume croissant de produits bio payés à un prix rémunérateur, je pense qu'il y aurait davantage d'agriculteurs qui se diraient, bah, si, top là, si c'est ça désormais la politique, top là, on s'y met. Les agriculteurs savent répondre très positivement à des rapports de prix. Et le reste, bon, les services environnementaux, mais oui, il faut interroger nos ministres, oui, il faut interroger nos députés, nos sénateurs. Moi, je ne vais pas renoncer à mon droit de vote, je vous le dis tout de suite,
Mais j'avoue que quand il y a un élu qui m'a fait des promesses et qui n'accomplit pas ses promesses, je harcèle mon élu. Très bien. La question d'un agriculteur, j'imagine, donc sur le semi-direct, sur couvert végétal, ne marche aujourd'hui que pour la production de fourrage. Donc ça, c'est à vérifier. La Seine-et-Marne n'a plus d'éleveurs. Nous sommes confrontés à de nombreux conflits avec les associations animalistes. De plus, nous n'avons plus de vétérinaires. Seule la méthanisation pourra remplacer le rôle de l'élevage. Donc face à la couverture végétale, que faites-vous face aux plantes envahissantes, datura, ambroisie, etc. Oui, alors, bon, pour le système sans labour et autres, il y a des mille et une conditions qui fait que ça peut être plus facile, plus difficile, peut-être même impossible, ça reste à vérifier. Ça dépend quand même de considérations locales. Mais c'est quand même la règle, évidemment, un peu trop générale, c'est la couverture végétale maximale, le champ, éventuellement les prairies temporaires. Mais évidemment, prairies temporaires, ça veut dire qu'on consomme du lait, qu'on consomme de la viande. Alors la question maintenant, est-ce qu'on doit mettre fin à l'élevage, ou est-ce qu'on doit diminuer l'élevage ou non? Alors il y a plusieurs considérations. Et du coup, ma réponse va être un peu longue. Je dirais pour ma part que si je consomme moins de viande aujourd'hui, peut-être même moins de lait, c'est pour des raisons diététiques. C'est des acides gras saturés. C'est pour moi la principale raison. Oui, trop d'acides gras saturés, mais j'entends qu'on va dire, oui, mais il y a les huiles hydrogénées. Hein. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il n'y a que le beurre et que les animaux qui sont riches en acides gras saturés, et qu'on ne mettra fin aux acides gras saturés de la viande et du lait que quand on n'aura pas d'huile végétale hydrogénée dans les produits préparés. Hein. Soyons clairs. Hein. Mais oui, pour des raisons diététiques, je pense, la consommation de viande et de lait diminue en France très progressivement, et je pense que ce n'est pas conjoncturel. Je pense que c'est structurel. À l'échelle mondiale, non. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est qui consommaient peu de lait, qui commencent à consommer des produits laitiers. Donc à l'échelle internationale, on peut éventuellement envisager un accroissement de la demande dans ces produits, mais je ne pense pas que ça va sauver l'élevage laitier en France. Si l'élevage laitier en France, c'est la poudre de lait, je suis quand même obligé de le dire. On a promis à des éleveurs bretons, comme les Chinois investissaient dans les tours de déshydratation du lait en Bretagne, que les Chinois les petits Chinois n'auraient pas décontaminé, parce que les Chinois allaient avoir accès à une poudre de lait française de très bonne qualité, qui allait être exportée vers la Chine, et que c'est ça qui allait sauver l'élevage laitier en Bretagne. Il y a beaucoup de gens qui ont cru à ça. Moi, je connais des gens qui ont investi dans des robots de traite, passent à 1, 2, 3, et qui découvrent aujourd'hui que l'usine à lait, les Chinois, évidemment, n'a jamais fonctionné à plus de la moitié de la capacité. Les Chinois transfèrent ça à une coopérative, la Sodial, dont les comptes sont plombés. Moi, franchement, les gens qui ont fait croire ça, que du lait, de la poudre de lait, avec des vaches, excusez-moi, des Primolstein, hein, c'est quand même beaucoup d'eau, hein, ce lait, et savoir qu'on va devoir le déshydrater pour faire de la poudre, et qu'on prétend être compétitif avec la Nouvelle-Zélande, là où investissaient aussi les Chinois. Ils ont investi les noms m'échappent, le nom d'entreprise laitière de Nouvelle-Zélande, mais en tout cas, la Nouvelle-Zélande, il y a moins d'hiver, il y a moins de foin, moins d'ensilage, et la ferme fait plus de 1000 hectares. Donc, avoir fait croire ça, franchement, je pense qu'on a été méchants. Oui, il y a peut-être des menteurs, mais on peut quand même regarder qui ment et qui est victime. Moi, je vous le dis tout de suite, l'élevage laitier, mais ce sera la seule solution, hein, c'est la transformation fermière, la transformation fromagère, les laits riches en oméga 3, les laits riches en oméga 3, c'est la prairie, c'est les légumineuses. Alors, les autres arguments, il y a le méthane. Le ruminant rumine et il dégage du méthane. C'est vrai. Oui, sauf que quand vous mettez une prairie temporaire, la luzerne va servir, et après, la culture qui vient en rotation, elle n'aura peut-être plus besoin d'engrais azotés de synthèse. Et si elle n'a plus besoin d'engrais azotés de synthèse, c'est moins d'importation d'engrais azotés de synthèse, donc moins d'émissions de protoxyde d'azote. 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique, 10 fois plus réchauffant que le méthane. Donc non, un élevage pastoral avec une prairie temporaire destinée à ce que je racontais tout à l'heure, y compris enrichir le sol en azote, en évitant les engrais azotés de synthèse, quand vous faites le bilan carbone, on appelle ça analyse de cycle de vie hein, dans notre jargon, et bien évidemment qu'on fait juste la filière. Depuis, pour un lait UHT payé au supermarché, depuis la mine de phosphate, on regarde à chaque étape de la production la contribution au réchauffement climatique. Si vous faites que l'analyse filière, on vous dit c'est la cata, l'élevage laitier. Si maintenant vous avez une approche territoriale et que vous voyez que la céréale, la culture qui va suivre dans la rotation, elle
il y aura moins d'émissions de protoxyde d'azote. Faux. Donc, les mensonges sont fréquemment par omission. Je vous le dis tout de suite, on a fait des mensonges par omission sur les agrocarburants, hein, éthanol, agrodiesel, méthane, pareil, hein, et poudre de lait. Moi, ça m'insupporte. Oui, les agriculteurs ont été trompés par des discours tronqués. Alors, Ils ont été trompés parce que les discours sont trompés. Et c'est par omission qu'on trompe les agriculteurs. Moi, j'invite à prendre sérieusement les choses. Alors peut-être une question Alors après, le complémentaire. bien-être animal, les véganes, on en discutera, mais c'est pas du tout ma cause. Question peut-être complémentaire. Le bien-être animal, c'est sérieux, mais la façon dont c'est pris en charge par les mouvements en question, c'est pas sérieux. Alors on parlait tout à l'heure de la manœuvre nécessaire pour pouvoir travailler dans les champs futurs. Parce que ça remet en cause aussi peut-être la mécanisation avec la fin du pétrole programmé, même si pour l'instant ça s'éloigne un petit peu, mais elle reste programmée quand même à plus ou moins long terme. Alors, la question de la mécanisation, motorisation, robotisation. Moi, j'ai aucun dogme. Hein. Je vous ai parlé déjà du petit robot qui, au château du Casse, était en train de désherber, ça a allégé la pénibilité du travail. Moi, j'ai rien à redire. Après, s'il faut en discuter, c'est les terres rares dans les panneaux solaires. Hein, évidemment. Mais là, on sort un peu du débat, même si ça fait partie du débat. Mais vraiment, alors moi, aucun dogme. Moi, je pense que mécanisation, motorisation, robotisation, si c'est pour alléger la pénibilité du travail, je suis très pour. Si maintenant, mécanisation, motorisation, robotisation, c'est pour remplacer des gens qui travaillent par des machines et mettre des gens au chômage, là, je suis très contre. Mais il ne suffit pas de dire je suis très contre, ça veut dire que si je souhaite que le travail reste et ne pas remplacé par une machine, j'ai vite compris, si on ne crée pas les conditions d'une juste rémunération du travail des gens qui vont travailler, que ce soit l'agriculteur qui a son propre compte ou même un salarié agricole, il est clair, nous n'y parviendrons pas. Si on n'utilise pas les subventions de la politique agricole commune à rémunérer le travail et non pas les hectares, nous n'y parviendrons pas. À propos des SDHI, est-ce que vous pourriez déjà nous présenter très succinctement ce que sont les succinates déshydrogénase inhibitors, comme terme, et leur rôle et les dangers qu'ils pourraient représenter avec un appel de plusieurs centaines de scientifiques il y a quelques temps, il y a un an déjà. Oui, non, j'ai pas d'opinion très précise, pour être très clair. Là, je préfère le dire, je ne me prononce pas. Si on me dit recherche génétique, je réponds bien sûr oui. Alors là, moi, la discipline génétique et de recherche qu'on peut faire, que ce soit la génétique évolutive, que ce soit la génétique moléculaire, moi, la recherche, je suis pour. Hein. Le débat, c'est pas complètement ça. Mais c'est, on va mettre cette génétique au service de quoi? Alors si on dit, ben, on va essayer déjà de repérer, n'oubliez pas que la génétique, c'est peut-être déjà savoir quelles sont les performances de ce qui a été sélectionné par des paysans depuis des siècles. Je pense qu'on a trop peu travaillé. Si la génétique, c'est éventuellement voir une plante qu'on pourrait lui conférer plutôt par la génétique classique, plutôt par transgénèse, ça éventuellement on en parlera. Si la question c'est les OGM et le découpage du génome, ça c'est autre chose. Mais par la génétique, si on confère à une variété une tolérance à un insecte et autres, je suis plutôt pour, mais la génétique, ne l'oublions pas, c'est quand même de prédire, une fois que cette plante sera mise au point, comment va évoluer l'ensemble de l'écosystème. Et donc moi, ce que je reproche souvent à des disciplines, quand elles se veulent trop pointues, et notamment la génétique moléculaire, c'est d'oublier de penser les conséquences de ce qu'on va faire là, quelle va être la conséquence sur l'ensemble de l'écosystème. Alors que, en général, jusqu'à présent, on pensait le rendement de la plante. Et le grand tort, il a été là. Hein. Il y a plus d'un siècle, on a dit à des agronomes, hein, des gens qui me ressemblent, des généticiens, puisque la Terre est de taille constante, la population croissante, mettez-nous des variétés à haut potentiel génétique de rendement. On va dire, c'est une erreur. On a dit à ces agronomes aussi, et les généticiens, comme la recherche coûte cher, on leur dit, faites aussi des variétés passe-partout. C'est-à-dire que si on fait des essais multilocaux, hein, parce que on va amortir en tout cas la recherche sur les plus vastes surfaces possibles. Donc tous les gènes d'adaptation à des conditions trop locales, vous les éliminez. Hein, donc la photopériode, pour certaines plantes, vous savez, la plante qui fleurit en fonction de la longueur du jour, et même savoir si la longueur du jour est en train de s'accroître comme au printemps, ou de diminuer comme à l'automne, le riz ne peut pas être cultivé 2 fois, et ça ne peut pas être cultivé sous toutes les latitudes du Pas-de-Calais jusqu'à la Camargue. Donc vous nous débarrassez. Et on a dit aussi,
Et ça joue très cher hein, pour les paysans dans la recherche agronomique. Faites vite. Et ça, le faites vite. Alors qu'on va faire des essais en Pas-de-Calais, en Camargue, en Bretagne, en Alsace, dans la Brie, multilocal, et on a eu ce réflexe, puisque c'était la variété, c'était la seule génétique de la plante dont on s'occupait, on a dit, ben, pour dire qu'une variété est améliorée, on doit la qualifier d'améliorée que si 95% des fois, elle a donné un rendement supérieur aux autres. Et pour y arriver, ben, il ne faut pas qu'il y ait des sangliers qui traversent sa parcelle. Hein. Les sangliers, si piétinent une variété à haut potentiel de rendement, je ne peux pas démontrer que 95% des fois elle a donné un rendement supérieur aux autres, elle a donné un rendement inférieur, et ça n'a rien à voir avec la génétique, c'est des sangliers qui ont piétiné. Du coup, toutes les stations expérimentales sont soigneusement clôturées, j'ai coutume de dire, contre les sangliers, contre les faucheurs volontaires. Animaux sauvages. Sauf qu'on a eu le même raisonnement avec les chenilles. Zéro chenille, on a mis des insecticides. Pour comparer, il ne fallait pas qu'un endroit, ce soit les araignées qui impliquaient différemment, on a mis un acaricide. Là où il y avait un champignon, fongicide. Là où il y avait des herbes, herbicides. Donc fongicide, acaricide, nématicide, insecticide, que les produits en cible. Vous voyez, l'idée, on va jouer sur la génétique, la grande erreur de la génétique, à ces époques-là, ça fait plus d'un siècle en France, hein, un peu moins dans les pays du Sud, c'est d'avoir joué sur un facteur. Alors si la génétique, c'est je ne veux voir qu'un facteur, et je ne veux pas regarder le reste, alors là on est à coup sûr dans l'erreur. Mais attention, ce n'est pas une dénonciation de la discipline génétique. Hein. C'est que dans les disciplines un peu plus pointues, il nous faut aussi resituer, et même les thèmes de recherche doivent être dictés par une compréhension globale de l'agroécosystème. Et pas de discours antigénétique, c'est pas mon genre. Vous avez évoqué tout à l'heure la pression de certains industriels sur le monde, en partie de la recherche ou des institutions publiques. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire face, c'est une question du public, hein, que faire face au lobby de l'agroalimentaire avec des poids lourds comme Syngenta, BASF, Bayer, etc. Singulièrement, c'est difficile, et c'est ça qui rend aussi parfois les débats très difficiles. Hein. Parce que vous avez effectivement des ONG, Greenpeace, Génération Future, vous avez des gens qui effectivement jouent ce rôle de dénonciation, avec plus ou moins de spectacle, hein, Greenpeace, Génération Future, éventuellement les faucheurs volontaires contre certains trucs, et ça rend les débats hyper difficiles. Mais en même temps, il n'y aurait pas eu de faucheurs volontaires, on cultiverait des plantes transgéniques sur le territoire français. Je suis désolé. Hein. Là, il faut être très clair. Moi, la désobéissance civile, vous savez, on me dit 80 à l'heure sur la route. Je ne respecte pas mon opinion, mais je respecte. Moi, je pense que les lois, dans notre démocratie, même si elle est très imparfaite, on essaie de respecter. Mais je suis obligé de reconnaître que parfois, le bitumage des meilleures terres agricoles, le triangle des Gonesse, Notre-Dame-des-Landes, le fauchage volontaire, bah écoutez, ça nous a sorti quand même quelques épines du pied. Moi, ça m'insupporte de vous dire ça. Je n'ai fait qu'une fois de désobéissance civile. J'étais receleur d'un fauteuil de la BNP quand ils en mettaient encore de l'argent dans les paradis fiscaux. Sachez, j'ai rendu le fauteuil depuis ce temps, j'ai pas fait de prison. Mais il faut, quand on fait de la désobéissance civile, alors que c'est efficace pour lutter contre les lobbies, hein, les lobbies sont hyper puissants, il faut être très clair. Mais il faut au moins s'assurer que plus de 80% des gens adhèrent. Dire c'est illégal, mais je fais quand même parce que c'est légitime, il faut s'assurer que 80% des gens pensent ça. En dessous de ça, c'est sûr de perdre, et ça alimente pas les guerres civiles, mais des incompréhensions monumentales, des stigmatisations. Ça, c'est la catastrophe. Alors là, il y a une affirmation plutôt qu'une question qui vient à point. Pour s'en sortir, il faut faire des coalitions et non pas des oppositions. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, donc, j'imaginais plutôt les oppositions qu'il pouvait y avoir tout à l'heure entre agriculteurs et associations, agriculteurs et consommateurs. Voilà, est-ce que sur un même territoire, par exemple, comment on va réussir à s'en sortir? Il y a les municipales, par exemple, qui vont pas tarder. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté peut-être collective aussi de pouvoir faire en sorte de progresser vers une agriculture à la fois de qualité, une alimentation plus saine, notamment par exemple dans la restauration scolaire, ce qui est possible de faire relativement facilement et rapidement. Alors je partage ce point de vue. Alors d'abord, dans mes propos, vous avez compris, à un moment où c'était l'agroécologue qui parlait, et effectivement la question de savoir est-ce que c'est vrai ou faux, c'est une question légitime, vous avez tous le droit de vérifier sur vos ordinateurs pour savoir c'est vrai, c'est faux, ça c'était l'agroécologue.
Maintenant, les questions que vous me posez, quand vous dites de ne pas poser la politique, maintenant, c'est les opinions politiques dont je vous fais part. Évidemment, là, tous les avis sont... Enfin, je veux dire, c'est pas... Là, c'est pas une recherche de la vérité, c'est la recherche de qu'est-ce qui pourrait être utile et de comment procéder. Et j'ai effectivement des opinions et je vais répondre. Mais je pense que oui, la coalition est nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, très honnêtement, il nous faut agir à tous les niveaux. Je pense que le changement de comportement individuel du consommateur, c'est un peu comme un droit de vote. La somme de ce que nous faisons dans nos consommations, c'est déjà une influence macroéconomique. Et je ne vous cache pas, j'ai des souvenirs de discussions avec Stéphane Le Foll, quand il défendait justement les filières poulets doux, les poulets de moins de 40 jours et autre chose. L'ancien ministre de l'Agriculture. L'ancien ministre de l'Agriculture, j'étais là, on discutait. Il essayait de trouver encore quelques dernières subventions à Bruxelles, hors PAC, pour quand même soulager et éviter la fermeture des abattoirs, sur quoi il n'est pas vraiment parvenu. Et lui, élu d'Assart et breton, il savait que les poulets loués, à la tonne de poulet, les poulets de Sarthe, pardon, loués, créaient plus d'emplois. Mais il me disait, bah, écoutez, M. Dufinet, oui, vous avez vu, la femme, là, la veille au soir, une femme de l'abattoir qui était en train de pleurer parce qu'elle est en train de perdre son emploi. Moi, je suis obligé de gérer des rapports de force. Mais déjà, dans les rapports de force, il est plus facile de discuter à un ministre qu'on lui dit, attendez, on est en train de perdre des parts de marché sur le bio. Désolé. On est en train, vous essayez de sauver les poulets bas de gamme alors c'est sur la qualité qu'il faut travailler. Je vous dis tout de suite que le discours scientifique, même si moi je parle d'abord en tant que scientifique, ben néanmoins, il écoute davantage s'il voit qu'il y a des évolutions qui changent. Ça, c'est clair. Alors, il y a les parents d'élèves. Je pense que oui, il y a un gros rôle à faire dans les associations de parents d'élèves. Pour l'accès au foncier, installer des jeunes, pas seulement des rêveurs. Hein. Il y a des rêveurs, mais il y a des gens quand même qui arrivent à s'installer. Non, mais peut-être pas pour le binage des betteraves, mais des gens... Ça en fait partie. Pour faire des dauphins dans la Seine, on en a, vous savez. Oui, mais... Et rigolez pas, ça... Si on compare avec c'était les 68 arts qui allaient en Ardèche autrefois, l'expérience de jeunes qui s'installent en maraîchage souvent, fromage fermier parfois, si, moi j'en connais, hein. Ouais, on fréquente peut-être pas les mêmes milieux, mais je peux vous assurer qu'il y en a, et de très grandes réussites. Et de très grandes réussites. Et je pense que c'est très important ça, et je pense que les parents d'élèves, terre de liens, quand ils permettent l'installation de jeunes agriculteurs à la périphérie des villes, je peux vous assurer, terre de liens, moi les lieux où j'ai mis mon argent, je peux vous assurer c'est du succès. Donc il y a vraiment des jeunes, il faut qu'ils soient correctement rémunérés. Évidemment, ils ont un loyer qui n'est pas les mêmes, ils ont une certitude sur la durée, il faut certaines conditions socio-économiques, mais moi démontrer par l'action que justement ça peut être rémunérateur, ça peut créer de l'emploi, ça peut être intensif en travail, mais ça n'a été possible que parce que dans notre coalition, il y a des ONG, des organisations gouvernementales qui se sont mobilisées et ont créé pour ces gens-là les conditions qui permettent. Moi, c'est ce qui me permet aux politiques de dire, voilà, on a réussi, ben maintenant, voilà les conditions socio-économiques, politiques que vous devez mettre en œuvre pour que cette expérience concrète... Mais moi, si la politique, effectivement, c'était que de l'opposition, que de la dénonciation, et qu'on ne montrait pas, par l'action, oui, la permaculture, ça peut être sérieux, compliqué, je vous le dis tout de suite, attention, beaucoup de travail au début, beaucoup moins après. Beaucoup moins après. Mais, alors, démontrer que oui, on peut avoir une alimentation bio à la cantine, avec des agriculteurs locaux, qu'on peut organiser des circuits courts, ça c'est des AMAP. Et je veux dire, oui, c'est une coalition, mais la bataille, qui est quand même hautement politique, ça passera quand même par nos élus, ça passera par l'Union européenne, ça passera par des choses comme ça, ne peut être gagnée que si on n'est pas que dans la dénonciation et qu'on démontre que oui, il y a des conditions qui permettent cette transition écologique. Je suis pour la coalition. Et alors vraiment, hein, moi, la coalition, je le dis très clairement, c'est paysans, consommateurs, environnementalistes, même combat, tous unis, on va gagner. Mais ce n'est pas la stigmatisation. Je crois que ça sera le mot de la fin. À moins qu'il y ait une dernière question par monsieur qui réclame le micro depuis un bon moment. Oui, merci. Voilà, aujourd'hui, nous les agriculteurs, on est accusés de tous les maux, voilà. Mais on est victime des politiques qui ont été prises jusqu'à aujourd'hui, si je puis dire. Et nos politiques, c'est qui les a élus? C'est quand même bien les consommateurs. Hein. À l'époque... Oui, non, mais on est quand même une minorité. Donc il faut quand même bien dire que c'est quand même été les consommateurs qui ont voulu cette politique-là. Qui c'est qui a voulu la spécialisation des régions? M. Fumier, vous devez probablement plus âgé que moi, vous devez vous rappeler, c'était pas M. Pisani qui a voulu spécialiser les régions? Les accords mondiaux du commerce, ça date de quand?
Après, il y a d'ailleurs M. Nicole qui est là, je vous le dis, il a travaillé au Conseil Général. Qui c'est qui finançait les remembrements? Aujourd'hui, on nous fait replanter les haies, on nous a donné des subventions pour acheter les haies, aujourd'hui on nous fait replanter les haies. Il faudra peut-être qu'on ait une politique qui soit suivie, un jour ou l'autre. Là, j'ai une France agricole là, qui est récente. Attendez, je vais mettre une lunette, parce que... Excusez-moi. Source chambre d'agriculture. On a quand même augmenté nos importations de 96% entre l'an 2000 et 2018. En exportation, on est passé du 2e rang au 5e rang mondial en 10 ans. Voilà. Donc les consommateurs veulent mieux en mieux manger, hein, mais le problème c'est que plus ça va, je me rends compte que plus on importe de la merde qui vient d'ailleurs. C'est tout ce qui est interdit à la production chez nous, on l'importe. Là vous parlez du soja OGM transgénique pour être glyphosate, c'est le blé dur hein, qu'on importe du Canada, je vous en passe. Hein. Aujourd'hui, un fruit et légumes sur 2 est importé. Hein. Comme disait Coluche, nos hommes politiques qui seront au Sahara, je crois qu'ils importeront encore du sable. Hein. Je ne sais pas où c'est qu'on veut aller, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Oui, alors moi pour l'instant, je m'interdis de les étrangler, hein, nos politiques. Mais effectivement, je partage un peu ce que vous dites. Alors, Edgar Pisani, effectivement, hein, ça a été le premier à jouer le remembrement, l'agrandissement des fermes, la spécialisation, hein, effectivement. Il a écrit un petit livre à la fin qui s'appelle Le vieil homme et la terre, dans lequel effectivement il reconnaît ses erreurs. Et j'en connais pas beaucoup. Au moins à Edgar Pisani, je reconnais le fait que, notamment quand nous sommes devenus excédentaires, parce que dans la politique, on va parler de la période de De Gaulle, hein, effectivement, moi je me souviens très bien, hein, j'ai des cheveux blancs, mais à cette époque-là, on disait, ben, on est encore déficitaire, il nous faut retrouver notre suffisance alimentaire pour des produits stratégiques qui étaient les céréales, le sucre, le lait, accessoirement la viande. Et on avait une politique des prix, c'était l'Europe des 6, 8, 15, et c'était une politique des prix rémunérateurs pour ces produits-là que l'on considérait comme stratégiques. Et à l'époque, on avait considéré, l'époque Edgar Pisani, que les protéines végétales, ben, c'était quand même secondaire dans notre alimentation, et donc on n'a pas mis de droits de douane, et les prix n'étaient pas élevés. Et c'est vrai que de cette époque-là, ce que l'on peut retenir, c'est que quand même une politique des prix, donc de rapport de prix, rémunérateur, parce qu'on met des droits de douane à l'importation de céréales nord-américaines, le blé va être vendu plus cher, rémunérateur parce qu'on met des droits de douane à l'importation de modes de beurre de Nouvelle-Zélande, hein, je parle de l'immédiat post-après-guerre, bah, du coup le lait va pouvoir rendre plus cher, et on ne l'a pas fait pour les protéagineux. Du coup, c'était incitatif à faire les produits pour lesquels il y avait des protections aux frontières et dissuasif de faire ceux qui n'étaient pas protégés. Résultat, on est devenu déficitaire dans les protéagineux. C'est de telle redoutable efficacité, cette politique, quand même, c'est que nous sommes vite devenus excédentaires. Mais à l'époque, on était 6, 8, 15 en Europe et on exportait vers les pays européens solvables. Et la très grande erreur, elle est un peu plus tardive. C'était déjà plus Edgar Pisani, on est dans les années 90, notamment quand on a signé les accords de Blair House, hein, 92, hein, ça c'est clair. Alors la très grande erreur, c'est qu'une fois qu'on est devenu excédentaire, on a, dans un premier temps, on avait voulu maintenir des prix élevés en subventionnant les exportations. Du coup, non seulement on avait gagné en productivité, on produisait moins cher, mais on subventionnait les exportateurs pour que nos poulets bas de gamme soient encore vendus moins cher. Et là, évidemment, on a ruiné les basses-cours dans un grand nombre de pays du Sud. Ça a été une catastrophe. On a mis des quotas sur le sucre assez tôt, beaucoup plus tardivement sur le lait, mais on a quand même exporté des modes de beurre vers l'Union soviétique, qui était, paraît-il, l'ennemi à l'époque, moi je me souviens. Enfin là, on a commis d'énormes erreurs. Et quand ça s'est ouvert sur les échanges marchands, comme il a fallu dire aux agriculteurs, vous allez vous aligner sur les prix internationaux, on va vous donner des aides, et du coup c'est là qu'est arrivée l'idée que vous êtes des mendiants et que vous devriez vivre d'aides, des aides compensatoires à la baisse des revenus. Mais c'est vrai que ceux qui faisaient plus de céréales, ben oui, des subventions en proportion des hectares, c'était couplé dans un premier temps, c'était découplé ultérieurement. Alors là, c'est la Bérésina. Là, je ne vous cache pas, la Bérésina. Alors il est clair que ces politiques, c'est bien les électeurs, tous confondus, tous métiers confondus. Et c'est vrai que moi, cette politique, j'ai rarement partagé. Il m'est arrivé, moi, d'écrire contre, d'écrire des tribunes contre. Et ça pèse très peu. Et par contre, je pense qu'il est arrivé que des agriculteurs, alors c'est souvent pour sauver leur coopérative, ça c'est quand même vrai, parfois ont voté des choses contre leurs intérêts. Alors, je vous donne un exemple.
le sucre, Saint-Quentin, Téréos. Il y a encore quelques années, je faisais une conférence à l'invitation de Bertrand, hein, sur le sucre à Saint-Quentin. Et je leur disais, vous savez, sans avenir, hein, la betterave, plante en C3, moins efficace pour la photosynthèse qu'une canne à sucre. Plante en C4, ça veut peut-être bien, il y aurait des explications à donner encore, j'en conviens, mais disons moins efficace pour la photosynthèse. Dans une petite ferme de 300 hectares, votre betterave sous les nuages, en Picardie, comment peut-elle être compétitive avec une canne à sucre sous le soleil, plante en C4, dans une ferme de 40 000 hectares? Et elle avait visité. C'est d'ailleurs l'exploitation française, Louis Dreyfus Commodities. Mais celle d'à côté, c'était Téréos Société Anonyme, Téréos International Société Anonyme, 40 000 hectares. Alors je dis ça, et à l'époque, pourtant je disais betteravier, déjà on voyait bien qu'avec la fermeture des quotas sucriers, on avait bien peur. Mais à l'époque, je plaisante pas, hein, le directeur de Téréos, j'avais bien vu qu'il était délégué, me dit, monsieur Dufumier, vous semblez sous-estimer notre taux de saccharose. Vous semblez sous-estimer nos rendements de betterave. Et il me donne celui d'année exceptionnelle. Alors je lui dis, non mais prenez les chiffres moyens. C'est quand même l'honnêteté. La vérité, c'est quand même de dire la vérité. Donc c'est les chiffres moyens. Et en plus, je lui dis, mais de toute façon, il me semble que vous faites la même analyse que moi. Parce que j'ai visité une exploitation de 40 000 hectares, c'était Dreyfus Commodities, mais celle d'à côté, c'était Téréos Société Anonyme, et que je sache, c'est bien Capital des betteraviers qui est chez le concurrent. Alors, les paysans, les agriculteurs français, comment ça, monsieur le directeur? Mon capital, il est investi chez le concurrent. Et évidemment, le directeur dit, mais vous l'avez voté à l'Assemblée Générale. Sodial récupère la tour de désinstallation de Carhaix. Je vais vous dire le nombre de fois où les agriculteurs, en leur sein, je pense, ont été parfois quand même mal conseillés. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une attaque contre quiconque, mais moi j'ai quand même vu des leaders syndicaux parfois défendre des positions, excusez-moi, c'est hyper violent ce que je vais raconter, je comprends que ça peut vous apporter, suicidaire. Le revenu des agriculteurs pour une part, le nombre de suicides aujourd'hui chez les agriculteurs, le fait qu'on a fait croire que la poudre de lait pouvait être compétitive avec la Nouvelle-Zélande, que des poulets de 40 jours élevés avec du soja et du maïs brésilien pouvaient être compétitifs avec des poulets brésiliens pour être exportés vers l'Arabie Saoudite. Faire croire à des agriculteurs qu'un blé à 90 quintaux en concurrence pour l'Algérie et l'Égypte avec des blés ukrainiens et russes, faire croire que notre betterave peut être concurrentielle pour faire de l'éthanol. Nous avons payé tous les impôts pour entretenir l'usine d'éthanol. Maintenant, il faut entretenir le fonctionnement. Vous êtes compétitif alors que la France achète son éthanol au Brésil. Moi, je vais vous dire, je trouve ça quand même singulièrement méchant. Oui, la paysannerie française a été trompée. Elle a été trompée, très clairement. Il nous faut jouer des coalitions, paysans, environnementalistes, consommateurs, même combat. Mais c'est quand même vrai qu'il y a des fois, il y a eu de l'auto-entretien de situations un peu erronées. Bon, il y a des molécules de substitution des triazines, donc herbicides, notamment le métolachlore. Alors, non, ce sont des molécules qui sont censées avoir des tests de toxicologie. Or, je m'interroge quand même, et pour témoignage, quand même, pas très loin d'ici, une petite commune comme Saint-Loup-de-Nau. Donc Saint-Loup-de-Nau, l'eau n'est plus potable à Saint-Loup-de-Nau, comme 56 communes en Seine-et-Marne. Il est quand même injuste que les habitants de Saint-Loup-de-Nau soient obligés de tirer des tuyaux jusqu'à Longueville, donc des eaux qui sont traitées sur charbon actif par Eau de Paris. Alors, il faut savoir que Eau de Paris ont des eaux de très bonne qualité, donc les Parisiens ont de la meilleure eau de qualité que les ruraux de l'abri, il faut quand même le savoir. Et par ailleurs, quand je parle des tests de toxicité, il y a un petit rue Gatigney, le rue de Saint-Loup, il y avait des écrevisses autochtones, il y avait 2 cours d'eau dans toute l'île de France, il y avait non pas des écrevisses américaines, mais des écrevisses autochtones qui ont complètement été éradiquées avec cette molécule de métolachlore, herbicide, avec 2 fois les doses létales. L'idée, parce qu'à un moment on a parlé de substitution, l'idée qu'on mettra fin aux agrotoxiques actuels le jour où on aura des molécules de substitution n'est pas du tout ma piste de recherche. Je pense qu'on va devoir s'éliminer tous les agrotoxiques. Et c'est quand même vrai que sur un certain nombre de produits qu'on interroge, notamment quand c'est pas la dose qui fait le poison, là vous avez l'air de dire c'est bien la dose qui fait le poison, mais il y a des molécules pour lesquelles c'est pas la dose qui fait le poison. Et c'est vrai qu'on a parfois du mal à se prononcer. Mais du coup, moi je plaide pour le principe de précaution, même si je n'affirme pas rien avec certitude, hein, je vous le dis tout de suite. Mais alors il y a la toxicité évidemment pour les humains,
Mais il y a aussi la toxicité, vous avez raison, oui, pour les poissons et tout le reste. Mais je pense que d'emblée, il nous faut reconnaître que l'idée, on ne pourra se passer le temps qu'il nous aura fallu quand même. Hein. Moi, j'ai à l'époque, quand même, le glyphosate biodégradable. Hein. Oui, il est biodégradable. On avait oublié que l'empaque, produit des biodégradation est toxique. Et pour nous tromper, on nous dit que c'est la dose qui fait le poison. Ben non, c'est un perturbateur endocrinien. Donc c'est vrai que sur ces questions-là, moi, molécule par molécule, je ne suis pas très à l'aise pour répondre, hein, pour être très clair. Mais non, il faut d'emblée tout faire pour s'en passer et reconnaître que c'est une transformation agricole radicale si on veut vraiment mettre dans les rotations du champ des prairies temporaires, remettre de l'élevage en abri, remettre de la paille en Bretagne. Ne nous leurrons pas, c'est pas facile. Sans une politique qui permettra de rémunérer pour ce faire, on n'y parviendra pas. Dans combien de temps? Non, il faut commencer tout de suite. Hein. Non, mais le gros problème... Vous avez fait nous-mêmes, ça fait plus de 30 ans qu'on l'a fait. Nous sommes obligés de... Le gros problème aujourd'hui, c'est la perte de la matière organique des sols. Si on avait des taux de matière organique élevés dans les sols, on aurait beaucoup moins de pesticides dans les eaux. Oui, donc... Non, mais la défense de l'alliance carbone-azote, la fabrication d'humus, et remettre des prairies temporaires dans des régions céréalières, c'est aussi ça, hein, en clair. Hein. Tant qu'on ne fera pas ça, on n'y parviendra pas, hein. Il faut le dire. C'est plus de travail, c'est plus savant. Bien, il était hors de question d'aborder absolument tous les volets liés à ces problèmes d'agriculture. Je voudrais simplement vous demander à tous de remercier très sincèrement M. De Fumier de sa visite ici. Il nous a appris plein de choses. Et donc voilà, si ça ne vous ennuie pas d'applaudir.